Cette hebdo, édition du dimanche 18 décembre 2022. Bien le bonjour à tous et merci d'être sur STV. Insécurité dans la ville de Douala. 4 mesures fortes ont été prises par le gouverneur de la région du littoral après les journées agitées de lundi et mardi. À titre conservatoire, Samuel Dieudonné Vahadibois suspend la circulation des mototaxis dans la ville de Douala entre 20h et 6h. Il ordonne la fermeture des débits de boissons, bars et salles de jeux dans certains quartiers à partir de 19h30, l'interpellation des colporteurs des fausses nouvelles et l'interdiction de port des machettes, couteaux et autres objets tranchants. Analyse de ces mesures et leur impact dans un instant. Et puis renouvellement des organes de base. Les exécutifs régionaux du SDF suspendus, élus en 2016 pour les uns et 2017 pour les autres, ils sont remplacés par des coordonnateurs nommés par le National Executive Committee, en abrégé le NEC. Alors que les uns et les autres observent les divisions au sein de ce parti, s'achemine-t-on vers une implosion du Social Democratic Front? Sujet d'entrée commun à tous les panélistes, le sommet Afrique-États-Unis. Le président camerounais a séjourné dans la capitale américaine à l'invitation du président Joe Biden. Avec d'autres dirigeants africains, il a pris part au 2e sommet Afrique-États-Unis tenu du 13 au 15 décembre 2022. Donc on parle de tous ces sujets avec vous. Serge Anthony Angoni Anguéné, vous êtes coordonnateur jeunesse républicaine du Cameroun et patriote monde du Cameroun. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla, bonjour à nos chers copanélistes qui nous font l'honneur d'être sur ce plateau. Bonjour à vos millions de téléspectateurs de par le monde. Bonjour au Cameroun tout simplement. Quelles sont les activités justement que vous menez? Nous menons des activités relativement à la question de la paix qui est mise en difficulté depuis 2014 dans notre pays et nous avons sillonné les dirigeants du Cameroun pour apporter notre secours, notre part, que ce soit aux personnes civiles, que ce soit aux forces de défense et de sécurité, par divers moyens que nous avons pu mobiliser et ça a entraîné jusqu'ici une quarantaine d'activités sur le terrain qui ont été menées. Et ça m'a donné l'occasion de connaître en profondeur la question relative à la crise anglophone. Parce que dans les zones comme Longok et Tunja, où j'ai été partout à Babalan, à Babaki, Madjakiri, où des terroristes font leur loi depuis un certain temps, mais qui sont mis à mal par nos forces de défense et de sécurité. J'ai donc pu apporter un soulagement comme cela aux populations. Je dois d'ailleurs dire que je suis l'une des rares personnes qui ait favorisé la remise en commun entre les forces de défense et de sécurité au Cameroun à partir de cette crise. Parce que, souvenez-vous, dans les années 2017, c'était quasiment deux factions opposées. Il fallait trouver un lien et je remercie toujours le général de division. Entre les populations et les forces de l'ordre. Oui, les forces de défense et de sécurité en général. Comment est-ce que vous avez fait, puisque vous dites que vous les avez... oui, bon, ce que j'ai fait concrètement, j'ai organisé un événement que j'avais appelé la marche républicaine. C'était au mois de février 2017 à Buea. Et ceci, j'ai sollicité les officiers supérieurs de l'armée avec le concours du général de division Sali qui commandait la 2e région militaire. Et j'ai fait venir les chefs, les veuves, et j'ai réuni tout ce monde à Buea. Je leur ai apporté un soutien matériel en denrées de première nécessité. Vous avez nécessité d'énormes fonds, justement. Comment ça se passe, la question du financement Ce qui est certain, c'est que j'ai mes avoirs. Et aussi, je sais bénéficier du soutien de ceux qui ont vu la chose ainsi, parce que derrière moi, il y a des milliers de jeunes que j'ai pu mobiliser pour cette question de paix, parce qu'il fut un temps, j'ai vécu dans la zone anglophone. Et tout ceci m'a véritablement donné des éléments pour apprécier au mieux cette crise, parce que vous voyez la question francophone, anglophone qui a souvent été mise en avant était tout simplement pour essayer de nous fragiliser, de nous diviser. Et il fallait avoir le courage pour quelqu'un qui avait vécu dans ces zones pour dire aux gens, mais nous sommes juste des frères.
Et ceci passait par des moyens subtils, stratégiques pour recréer cette ferveur, cette union. C'est ce que nous avons fait depuis lors et ça s'est poursuivi même dans l'extrême nord. Alors en une minute, vous sortez rapidement de ce petit échange au moment où on parle du renouvellement de la classe politique au Cameroun. Il y a justement cette idée qui naît sur les réseaux sociaux avec ce mouvement des franquistes. Je suis certaine que vous en avez entendu parler. Tout à fait. Qu'est-ce que vous pensez d'une probable candidature de Franck Biya, le fils du chef de l'État actuel? Bon, ce que je sais, c'est que Franck Biya, c'est un citoyen comme tous les autres et il est libre, s'il le souhaite, de se porter candidat à la magistrature suprême. Mais au regard de la situation politique actuellement au Cameroun, je pense que nous ne sommes pas encore là. L'élection est certes certaine, mais elle est lointaine parce qu'elle va se passer en 2025. Donc là, en 2025 sans faute. Oui, bon, effectivement, en 2025, c'est ce qui est constitutionnellement prévu, même s'il y a des marges de manœuvres qui sont possibles au niveau de l'État central, mais ce n'est que normal. Mais je sais aussi que... ce type non, je n'ai pas dit qu'ils nourrissent. Parfois, les gens parlent pour nous. Donc, et quand nous apprécions, nous devons tout simplement rester dans le cadre de ce qui est possible. Tout Camerounais peut se porter candidat et même, pourquoi pas moi. Et vous n'êtes pas opposé à cette idée. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche. Face à vous, on reçoit Damien Makorn du PCRN. Bonjour Monsieur Makorn et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Madame Ganzeux, merci de m'avoir invité. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bonjour à vos techniciens ici en studio et derrière la vitrine. Bonjour à vos co-panélistes. C'est un plaisir de revenir sur ce plateau ce dimanche pour cet exercice qui devient désormais quotidien au sein de mon parti. Actualité oblige, permettez-moi de saluer les camarades du Parti camerounais pour la réconciliation nationale qui, à midi, vont mettre la clé sous le paillasson de ces travaux qui auront permis de réécrire l'essentiel des textes fondateurs de ce parti et pour que désormais il se lance dans la trajectoire dans la perspective des élections à venir, parce que le but d'un parti politique c'est de conquérir ou de conserver le pouvoir. Je vous remercie donc de m'avoir invité. Justement, est-ce que la question de la durée du mandat du président national du PCRN a été évoquée au cours de ce congrès? Alors, vous aurez remarqué que je n'ai pas fait partie de la délégation qui est allée au congrès, quoique membre statutaire. J'attends encore, puisque les gars ont travaillé jusqu'à 5h30, m'a-t-on dit. Donc, nous attendons les conclusions et en tant que membre du comité directeur, je ne doute pas que je serai une des personnes privilégiées pour avoir en premier la primeur de cette information. On aura certainement l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas d'être avec nous ce dimanche, Damien Makorn. Face à vous, on reçoit Mathurin Biol du Social Democratic Front. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité une fois de plus. Je salue mes panélistes ici présents. Je salue millions de téléspectateurs. Alors, une petite anecdote comme ça, hein. À l'entrée, en entrant dans ce studio, Monsieur Nguéné qui pose la question à Monsieur Biol. Ah, d'accord, vous êtes du SDF, mais de quelle tendance? Et je dis pour rigoler, la tendance au pouvoir et le petit sourire narquois que vous avez affiché. Vous m'expliquez quand même? Oui, c'est normal. Et en fait, il est bon d'être au pouvoir, vous direz? Oui, il est bon d'être au pouvoir. Il est bon, n'est-ce pas, d'appartenir à la ligne politique qui triomphe. Voyez-vous, dans tous les partis politiques, il y a des lignes politiques qui s'affrontent. Donc, véritablement, c'est au Congrès qu'on voit évidemment ceux qui ont triomphé, mais quand on voit comment les choses avancent, on peut comprendre qu'actuellement, dans le sein du SDF, il y a une ligne politique qui est en train de triompher et que c'est celle-là qui va évidemment diriger le parti après le Congrès. Et je suis fier d'appartenir à cette ligne politique parce que c'est une vision, c'est une idée qu'on a du parti politique, c'est une idée qu'on a du SDF, c'est une idée qu'on a du Cameroun. C'est celle-là que nous défendons. Un pays qu'on peut bâtir, n'est-ce pas, dans la paix, un pays qu'on peut construire à travers les idées, un pays qu'on peut construire avec des projets. Donc c'est cette vision-là que nous avons aujourd'hui. Nous avons pendant très longtemps, n'est-ce pas, nous avons construit un slogan qui était Biamosgo, n'est-ce pas, qui était la rue, n'est-ce pas, à tout prix. Il y a aussi le sauf à don't finish. Sauf à don't finish. Mais nous pensons aujourd'hui qu'il y a d'autres méthodes qu'on peut appliquer, il y a d'autres techniques, n'est-ce pas, il y a d'autres idées qu'on peut appliquer. Mais vous êtes conscient quand même que le camp d'en face n'a pas encore abdiqué? Non, je ne réfléchis pas en termes de... Je veux dire, au regard de ce qui s'est passé hier avec la réunion sollicitée, tenue par l'honorable Jean-Michel Mintieu. Oui, bon,
En fait, il a tenté d'organiser une réunion, il n'a pas la légalité, il n'a pas la légitimité pour le faire aujourd'hui. Il a tenté de le faire, malheureusement, ça n'a pas marché comme le souhaitait. Il a publié un communiqué. Pour moi, quand je le lis, ça frise beaucoup plus vraiment, on dirait qu'il perd la raison, n'est-ce pas? Parce que pour un leader de sa trempe, quand je lis le communiqué, je me demande s'il ne devrait pas consulter, mais en ce moment-ci, évidemment, un psy. Mais c'est insultant ce que vous dites, monsieur. Ce n'est pas insultant, c'est la réalité. Je veux dire, c'est votre camarade de parti. C'est mon camarade de parti, mais c'est la réalité qui transparaît. Vous voyez, quelqu'un. Jean-Michel Nithieu devrait consulter un psy, à travers ce qu'on publie, on peut lire la détresse d'un individu. Et quand on est en détresse, évidemment, la meilleure personne qu'on peut consulter en ce moment-là, c'est un médecin, n'est-ce pas, pour pouvoir être remis à niveau, pour pouvoir évidemment faire le vide dans ses pensées. Ça ne vous pose pas de problème que l'USDF se déchire ainsi sur la place publique? Je veux dire que les uns et les autres, vous affichez ces positions à l'endroit des camarades, ça ne pose pas de problème? Voyez-vous, ça ne poserait pas de problème si certains ne le faisaient pas dans l'indiscipline. C'est l'indiscipline qui amène à ce que ça pose un problème. Mais si on le fait dans la discipline, n'est-ce pas, c'est tout à fait normal que dans un parti politique, qu'il y ait des courants divergents, qu'il y ait des idées qui s'affrontent, qui s'entrechoquent. C'est tout à fait normal, mais faisons-le dans la discipline. Mais quand quelqu'un arrive à avoir des positions où il veut à tout prix être toujours en opposition avec les décisions des organes qui dirigent le parti, c'est-à-dire l'organe suprême, c'est le NEC, tout de même au sein du SDF qui dirige le parti. Quand le NEC prend des résolutions, tout le monde devrait respecter ces résolutions. Personne n'est au-dessus des résolutions du NEC. Vous comprenez? Donc, et moi je veux dire à ceux-là que même le parti des anarchistes a un chef. Vous vous rendez compte? Si le parti des anarchistes a un chef, combien de fois un parti qui est tout à fait ordinaire, qui veut gouverner? On aura en tout cas l'occasion d'en reparler en deuxième partie de cette émission. Face à vous, Pierre-Emmanuel Bignam du MRC, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. Bonjour Monsieur Bignam et merci d'avoir accepté notre invitation ce dimanche. Bonjour Léla et bonjour à tous mes copanélistes. Un bonjour spécial aux prisonniers politiques du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On dirait que c'est une formule qui est devenue standard, mais on ne le fait pas par conformisme, on le fait parce qu'on estime profondément que nos amis politiques qui croupissent dans les prisons du Cameroun depuis pour d'aucuns 2 ans, pour d'autres 3 ans aujourd'hui, ne le méritent pas si la loi était appliquée dans notre pays. Et nous estimons qu'ils sont jusqu'à présent des otages du régime de Yaoundé. C'est pour cela qu'on prend la peine de leur manifester ces salutations patriotiques chaque fois que nous prenons la parole en public. Donc je tiens à les saluer ce dimanche. Je suis content parce que, comme vous le savez, je sors d'un meeting qui a connu un succès phénoménal, historique, dans l'organisation de meetings, surtout dans le cadre des renouvellements des unités ou des organes de base dans les partis politiques. Nous avons tenu, le MRC a tenu un meeting ici à Douala la semaine dernière, comme tout le monde le sait. C'est une actualité qui est connue de tous au Cameroun, le 10 décembre de cette année. Et c'est un meeting qui aurait dû être tenu le 3 décembre. Nous l'avons finalement tenu dans la résilience. Et cette fois-ci, de même que nous avons souvent, l'habitude de dénoncer les mauvais comportements et les dérives de l'autorité administrative, nous avons quand même le plaisir de féliciter certaines autorités administratives qui ont choisi plutôt cette fois-ci la concertation que la répression, comme par le passé, pour la tenue et la réussite de ce meeting. Et c'est à cet effet que nous Le MRC est finalement en accord avec les autorités? Ce n'est pas que nous sommes en accord avec les autorités ou nous sommes en désaccord. Nous n'avons jamais été en désaccord avec l'autorité administrative du Cameroun, ni la loi du Cameroun. Tout ce que le MRC revendique comme parti politique, c'est une plateforme d'expression et de tenue de ses activités, comme tous les autres partis politiques selon la loi du Cameroun. À votre avis, qu'est-ce qui a changé cette fois-ci? Pourquoi est-ce que les autorités ont bien voulu céder? Bon, les autorités n'ont pas cédé parce que, en fait, c'est la loi. Les autorités ont appliqué la loi. Une loi qui a toujours existé. Parce qu'elles abusaient de cette loi. C'est pour ça que je demande, qu'est-ce qui, à votre sens, a changé? Je ne sais pas, mais je pense quand même que les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Nous sommes ici dans le cadre nous étions dans le cadre de l'installation officielle d'un bureau régional élu par les militants du parti. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une nouvelle équipe dirigeante de la région qui est là.
le régional Massoma et moi, et puis les autres. Troisième chose, nous avons respecté la loi. Nous avons respecté la loi. En gros, vous ne respectiez pas selon la loi? Je dis nous avons respecté la loi. Et puis, l'autorité administrative peut-être a jugé qu'à leur niveau, ils sont aussi fatigués à un moment donné de vouloir toujours nous mettre les bâtons dans les roues pour nous empêcher de dérouler aisément nos activités politiques. Donc, je pense que j'ai eu l'aisance et l'élégance de les remercier. Mais il y en a toujours parmi eux qui sont restés vicieux. On ne va pas se leurrer là-dessus parce que nous tenons à préciser ici que jusqu'à la tenue du meeting, nous n'avons pas reçu le récépissé d'autorisation de réunion publique par le sous-préfet de Douala 3. Donc, mais la loi accepte que si ça n'a pas été rejeté, le meeting devait être tenu. Donc, mais nous ne savions pas pourquoi le sous-préfet ne l'a pas fait alors que nous avons respecté tout ce que la loi demande. Nous espérions que... qui finit bien. Vous avez pu tenir votre meeting et Maurice Kamto a réaffirmé la volonté du MRC de participer à toutes les élections en 2025, j'imagine. Oui, mon président national a réaffirmé cette volonté, comme vous l'avez dit, Léla, parce que déjà au meeting de Bafoussam, il avait annoncé ça. Au meeting de Komsamba, il avait annoncé. Et c'était juste une répétition au meeting de Douala. Il a réaffirmé que nous allions assister et participer à toutes les élections. Permettez que je me répète également. Qu'est-ce qui a changé entre 2020 et 2022? Je veux dire 2020, quand le MRC décide de ne plus prendre part aux élections organisées au Cameroun, et 2022, quand le MRC décide de se réengager dans les élections. On va faire simple, Léla. Oui, on va faire simple et rapide. Nous sommes dans un pays et nous sommes tous citoyens de ce pays. Oui. Nous portons tous ce pays sur nous, dans nos cœurs et dans nos aspirations. Le MRC en 2020 a fait sa part. Je vais parler comme au quartier. Le MRC a fait sa part en sacrifiant sa participation aux élections municipales et législatives, croyant que notre voix allait être entendue et que notre sacrifice allait être pris au sérieux par le gouvernement en place et qu'ils allaient mettre tous les moyens possibles pour résoudre la crise anglophone. Mais je vous le dis, comme le dit mon président national Maurice Kamto, nous n'allons pas tout le temps nous sacrifier pour cela. Parce que ce n'a pas été l'objet pour lequel notre parti a été créé. C'est pour aller à la conquête du pouvoir. Donc, dorénavant, nous allons aussi participer à toutes les élections. Le MRC a fait sa part. On attend que les autres aussi fassent leur part. Je ne vais pas demander si le MRC regrette aujourd'hui d'avoir fait sa part, d'avoir pris ses décisions en 2020. Non, Léla, on ne regrette pas. C'est un acte que nous avons posé. On en a parlé déjà. Et puis nous avançons. On ne regrette pas. Alors, sujet d'entrée commun à tous les panélistes, le sommet Afrique-États-Unis. Le président camerounais a séjourné dans la capitale américaine à l'invitation du président Joe Biden. On repart avec vous, Damien Makonde. Comment est-ce que vous analysez cette invitation de Joe Biden? Un réchauffement des relations entre Yaoundé et Washington? Alors, il faut dire que ce n'était pas une invitation pour un sommet bilatéral, c'était une invitation adressée à plusieurs pays africains. Donc, 49, mais pas tous les présidents. Voilà, et pas donc tous les président de la République du Cameroun est parmi ceux qui ont été invités, quoi de plus normal. Maintenant, son intervention lors du sommet, je pense qu'il y a eu une table ronde spéciale, m'a plutôt paru à point parce que le président a évoqué un certain nombre de points relativement au financement des économies africaines qui, ma foi, méritaient d'être relevés. Et je pense que ça a eu un écho favorable dans les milieux d'affaires occidentaux. Et j'espère que la façon d'aborder ces sujets de financement des économies africaines va évoluer. Alors, Mathurin Biyol, après le passage de Donald Trump à la Maison-Blanche, on a bien vu comme un refroidissement des relations entre Yaoundé et Washington. Comment est-ce que vous analysez ce nouveau départ avec Joe Biden? Bien, on pense tout simplement que ce départ sera fructueux pour les deux pays parce que notre volonté, nos ambitions, c'est que véritablement la souveraineté des différents pays, n'est-ce pas, de la planète soit respectée. Donc il ne s'agit pas tout simplement pour les Américains de chercher à défendre leurs intérêts au détriment des intérêts des autres pays de la planète. Donc si maintenant ces relations se réchauffent,
c'est justement parce que les Américains ont aussi compris qu'ils avaient intérêt à changer leur façon de voir les choses, leur façon de diriger le monde. Vous comprenez que les années antérieures, je veux dire le mandat précédent du président Trump, les Américains avaient décidé de se concentrer sur leur pays, n'est-ce pas, et de ne pas aller forcément défendre leurs intérêts partout, comme ils étaient les gendarmes du monde, et ainsi de suite, créer des guerres un peu partout sur la planète. Maintenant que Donald Trump n'est plus là et que c'est Joe Biden, lorsque les Américains s'intéressent à une partie du monde, il faut toujours craindre. Ce n'est pas toujours de beauté de cœur, de gaieté du cœur qu'on apprend de telles choses. Parce que quand ils viennent, c'est d'abord pour satisfaire, satisfaire leurs intérêts et parfois au détriment des intérêts des autres. Donc pour nous, on regarde ça avec beaucoup de pincettes, mais on est satisfait parce qu'au moins au préalable, n'est-ce pas, il y a un certain nombre d'avancées pour ce qui concerne les questions de sécurité intérieure au Cameroun. On a vu que certains financiers, n'est-ce pas, des mouvements terroristes au Cameroun ont été interpellés, ils ont été inculpés. Donc ça montrait au moins que le gouvernement américain voulait poser des actes de bonne volonté pour au moins satisfaire la partie camerounaise. Et parce que nous, dans le cas du SDF, vous savez que les problèmes que nous avons aujourd'hui au sein de notre parti sont nés du fait que l'honorable Joshua aussi avait signé une pétition, n'est-ce pas, qui demandait à ce que les financiers et leur soutien aux États-Unis qui ont la société camerounaise soient interpellés, soient inculpés et que leurs activités cessent. C'est ce qui avait créé une partie le camp d'en face, dans notre parti, a dit qu'il s'agissait d'une trahison. Pourquoi est-ce qu'il a signé une pétition avec les militants, avec les députés du RDPC, et ainsi de suite. Et ça lui a valu un 8-2, n'est-ce pas, qui a été... Et pas une pétition pour que la question anglophone soit également inscrite à l'ordre du jour à l'Assemblée nationale. Oui, il y avait ces deux volets. Voilà. Il y avait ces deux volets. D'abord, je veux dire, vous choisissez juste de mettre en avant l'autre. Je vais en avant ce volet parce que c'est celui qui concerne l'actualité. Non, oui. C'est celui qui concerne l'actualité. Donc, parce qu'aujourd'hui, on constate qu'effectivement, ces financiers-là sont en arrêt aux États-Unis. Donc, et justement, ça permet à ce que les populations au nord-ouest, du sud-ouest peuvent retrouver une certaine quiétude. C'est ce qui nous intéresse dans cette visite-là, n'est-ce pas? Au préalable, le gouvernement américain a tenu à ce que, avant que le président camerounais n'arrive sur le territoire américain, au moins de lui apporter cette petite satisfaction-là. Justement, votre analyse, Pierre-Emmanuel Bignam, parce que comme le disait Mathurin Billol, ce rapprochement intervient quelques jours après l'inculpation aux États-Unis de 3 Américains d'origine camerounaise pour financement et armement des séparatistes dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest de Cameroun. À ce sujet, le MRC a toujours manifesté une position claire. C'est-à-dire que toutes les initiatives qui contribuent à ramener la paix dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest sont les bienvenues pour le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Donc, ce sont des actions salutaires. Tout ce que nous pouvons mettre à contribution sur la table pour résoudre la crise anglophone sont les bienvenus. Nous avons, par le passé, fait plusieurs propositions au gouvernement de Yaoundé dans le cadre du dialogue qui allait aboutir à cela. Aujourd'hui, ces actions qui sont menées sont salutaires. Elles sont salutaires. Il ne s'agit pas ici parce que c'est le gouvernement qui est en train de mener ces actions. De toutes les façons, ce sont des propositions que les partis politiques, les membres de la société civile, les organisations non gouvernementales et autres ont fait depuis des années aujourd'hui, qui sont en train d'être mises en place. C'est une bonne chose. Moi, ce que je retiens seulement de cette actualité du président Paul Biya aux États-Unis, c'est qu'il y a eu un scandale, ce qui est devenu pour lui aujourd'hui une habitude. Il ne passe presque pas dans un événement public sans qu'on ait retenu quelques scandales que ce soit. Tout le monde voit la vidéo virale qui circule dans les réseaux sociaux depuis pratiquement 3 jours aujourd'hui, où il pose certaines questions. Il est dans... En fait, l'image du Cameroun est écorchée par cette vidéo-là et parce que nous avons constaté. En réalité, un jour, j'avais dit sur un plateau de télé, à la suite d'une intervention du professeur Messanga Nyamdine, qui estimait que le président Paul Biya est pris en otage par certains pontes du régime. Et j'avais dit que si le président Paul Biya, s'il est avéré qu'il est pris en otage,
Il n'a qu'à crier au secours au peuple camerounais pour qu'on vole à son secours. Je vous assure que même maintenant, si le président Paul Biya crie au secours, que sauvez-moi, moi-même Bignam, Monsieur Bignam, qui suis en train de parler, Pierre-Marie Bignam, je serai au devant de la scène pour aller sauver le président Paul Biya de son otage. Parce que ce monsieur est en train de souffrir. Nous parlons d'un... Qu'est-ce qui vous fait penser que... Il est en train de souffrir parce que c'est un vieillard, tout le monde le sait. Il aura bientôt 90 ans. Il n'arrive pas à tenir. Parce que là, nous sommes en train de voir ce que Mugabe faisait pour le peuple zimbabwéen. Nous sommes au feu de tous les scandales aujourd'hui. Chaque fois que le président Paul Biya fait une sortie. Donc moi, je pense que lorsque le MRC a commencé à dénoncer en 2020 qu'il y a vacance de pouvoir, les gens ne voyaient pas lorsque le président Kamto annonçait la vacance du pouvoir. Mais c'est ça que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Je veux dire, on parlait de vacances du pouvoir, mais à un moment donné, les uns et les autres ont laissé entendre que le chef de l'État n'était plus vivant. À un moment donné, les uns et les autres ont laissé penser ça, ça a émergé et après c'est reparti lorsque le chef de l'État a fait une autre sortie. Léla, quand vous-même vous regardez ce qui se passe actuellement, toutes les dernières sorties du président Paul Biya, qu'est-ce que vous constatez? Qu'il est vivant, il n'est pas loin de la situation dans laquelle était le président Robert Mugabe. Je dis à chacune de ces sorties, il y a des dérives, il y a des scandales. Lorsque le président Macron était au Cameroun la dernière fois, nous avons tous vécu la vidéo où il demandait, il n'entendait pas, je suis dans les bruits et tout ça. Récemment, aux États-Unis, cette semaine, on voit encore un grand-père visiblement très fatigué, qui est en décalage avec la réalité, qui a besoin qu'on lui rappelle un certain nombre de choses, qui ne se rend même pas compte qu'il est devant une scène où il doit Pourtant, intervenir. il a tenu un discours. Il a tenu un discours que vous avez d'ailleurs salué. Ce n'est pas ça le problème. Oui. Le problème, c'est que le président Paul Biya est fatigué. Il a tout donné au Cameroun. Est-ce que c'est faux? Attendez, pourquoi vous voulez attribuer à un grand-père de cet âge les capacités d'un jeune président ou d'un président qui peut exercer aisément? Il est fatigué. D'accord. Il est fatigué, c'est ça qui est la réalité. Une seconde, oui. Si tu permets. Parce que, à force de vouloir crêper le chignon à M. Biya, on arrive souvent à se mêler les pédales. Il ne faut même pas faire advert pour voir que la vidéo dont parle M. Bignam est un pur montage. C'est-à-dire que c'est le B à bas pour voir que c'est un montage. C'est-à-dire que quand on vous présente quand même la vidéo du premier citoyen du Cameroun, vous la prenez, vous l'analysez avant de venir en parler sur le plateau de télévision. Il y a un ou deux éléments qui vous démontrent directement que c'est un montage. Quels sont ces éléments? Je vous pose une seule question. Le micro à partir duquel on prenait la voix de M. Biya était où? Le micro était où? Vous l'avez vu avec un micro, quand il s'est levé pour aller tenir son discours, directement le son est parti. Et on a commencé à traduire. En fait, il n'avait pas de micro, ce que vous appelez micro-cravate, il n'en avait pas. Et donc, on a fait une simple imitation de sa voix. C'est clair sur la vidéo. Il ne faut même pas aller à l'école pour le constater. Donc, je crois qu'il faut quand même que nous sachions raison garder. C'est un pur montage. Vous reprenez la vidéo, utilisez simplement votre cerveau à 30%, vous allez vous rendre compte que c'est... Qu'est-ce qu'on retient finalement de ce sommet de la présence? Non, on ne dit pas la même chose. Je suis d'accord que M. Biya n'est plus en capacité de diriger un pays aussi dynamique que le Cameroun. Je suis d'accord qu'il faut que M. Biya cède la place à un jeune plus agile. Mais ça ne veut pas dire que je dois accepter. Mais la vidéo est fausse, ça se voit, c'est un montage vidéo, ça se voit. Allez-y, monsieur. Oui, monsieur avant de répondre à votre question, je vais d'abord m'adresser à M. Bignam, qui a évoqué la personnalité du président en le décrivant comme un grand-père. Et j'ai envie de vous rappeler, cher monsieur, qu'on peut être grand-père à 40 ans. On peut être grand-père à 50 ans, donc grand-père, ce n'est pas une insulte. Je pense que, oui, vieillard, vous avez dit grand-père, vous avez dit vieillard. Et être vieillard non plus n'est une insulte. Est-ce qu'il vous a dit non, mais je veux dire, la façon dont il amène le sujet laisse croire que le fait d'être à cet âge-là vous amène à perdre certaines facultés. Étant donné, s'il vous plaît, vous avez eu votre temps de parole. On ne peut pas être à 86 ans aussi agile que vous avez eu votre temps de parole. Et la question sur laquelle nous échangeons cet après-midi est relative au sommet USA-Africa. Et la question qui nous a été adressée, c'est qu'est-ce que nous en tirons de ce sommet? Et je pense que le plus important,
ce sont les interventions du chef de l'État à ce sommet. Et avant de m'appesantir sur ce fait, j'aimerais d'abord dire que le président de la République arrive aux États-Unis 52 mois après son dernier séjour. C'était en 2017 à la 72e Assemblée générale des Nations Unies, en septembre plus particulièrement. Donc, cette venue, ou du moins cette invitation, sonne dans le contexte international actuel comme un rapprochement des relations entre les États-Unis et l'Afrique, et plus particulièrement du Cameroun. C'est ce qui a valu au chef de l'État tous les honneurs dus à son rang qui lui ont été consentis de tout le séjour qu'il a passé là-bas. Et vous allez donc observer en ce qui concerne les actes posés par le chef de l'État, qu'il a été invité un jour avant par l'Institut Mykin pour le sommet Invest Africa dont vous avez fait allusion, où il a pris la parole, il a parlé 5 minutes avec des orientations très pointilleuses qui ont été retenues dans les conclusions qui ont été données par le président de l'Union africaine. C'est de ce sage baobab d'Afrique que nous venons parler ici cet après-midi, parce que ce qui ressort de son moule, c'est ce qui édifie l'Afrique de demain. Et c'est ce que moi je retiens pour ce sommet Leïla. Et je dois, pour votre gouverne, vous dire que le président a fait 4 grandes sorties. Peut-être vous n'êtes pas au courant. 4 grandes sorties. Et donc vous avez les 2 grandes prises de parole où il était mis en avant, qui, une fois de plus, place l'Afrique en orbite, parce que sa sortie sur la question spatiale, il faut bien la comprendre dans ce qu'il a projeté, parce qu'aujourd'hui, les télécommunications, quand on parle espace, et c'est toujours des gens un peu comme qui appartiennent à vos organisations, qui se fendent des analyses un peu égarées de la réalité, qui amènent à ne pas comprendre le fond des choses. Le chef de l'État s'est appesanti sur la question de la conquête spatiale. Et vous êtes d'accord avec moi aujourd'hui que la venue des nouvelles technologies est effectivement l'endroit où le monde actuel est en train de se définir. Et l'Afrique en 2050, c'est 2 milliards de personnes, c'est un marché, c'est le plus grand marché dans le monde. Et le président de la République aujourd'hui est déjà en train de situer l'Afrique par rapport à ces enjeux de demain, d'où ses intérêts devraient être pris en compte. C'est des choses qu'il faut retenir pour ce sommet. Et bien plus, il y a en marge de ce sommet toutes les personnalités que le président de la République a reçues. Il ne vous échappe pas que le président de la République y est allé avec une forte délégation. Dois-je vous rappeler que le ministre des Mines, de l'eau et de l'énergie, Gaston Elundwe Somba, faisait partie de ce voyage? Le ministre des Travaux publics faisait partie de ce voyage. Et ce dont il a été question, notamment sur les 50 milliards de dollars que les États-Unis se proposent de mettre au niveau de l'Afrique pour les 3 prochaines années, tout est concentré sur l'industrie, sur les transports, sur l'énergie. Vous voyez que tout cela rentre en droite ligne avec ce que le président est allé défendre là-bas comme idée. Et je vais vous surprendre pour vous dire que le Cameroun est rentré avec sa part dans la cagnotte parce qu'il y a des accords qui ont été signés de ce côté. Donc nous devons retenir de ce sommet que le Cameroun reste ce pays éclaireur avec son chef de l'État qui permet aux autres de s'abreuver à sa sagesse et à sa politique, parce qu'il ne faut pas l'omettre, la question de la paix est aussi revenue dans ce sommet, et je pense que c'est le monsieur du SDF qui l'a évoqué, le chef de l'État, à marge de ce sommet, a pu garantir d'une certaine façon la fin de la sécession qui est presque accélérée. Pour la demoiselle, pour la dame qui est, je ne sais pas, au marché central en ce moment, qui nous suit peut-être, je veux dire, qu'est-ce qu'elle retient de ce sommet en termes d'amélioration de ses conditions de vie? Vous dites que le Cameroun va rentrer avec sa part des 55 milliards de francs CFA dans les valises. Comment être sûr que ça va être utilisé justement pour améliorer les conditions de vie des Camerounais en ce moment où l'inflation fait son lit au Cameroun? Justement, nous avons un problème. Quand nous parlons d'énergie aujourd'hui, nous avons le problème de l'électricité qui se pose. Nous avons des projets de barrages qui sont en cours. Avec les barrages qui sont construits, des milliards de francs CFA qui ont été engloutis. En dopant plus de moyens,
nous avons la possibilité, et la nouvelle technologie aussi. En ajoutant des moyens financiers. Oui, des moyens financiers, nous en avons besoin pour développer le Cameroun, parce que nous sommes encore une économie intermédiaire et nous devons la relever. Et nous avons besoin de cela, des gros moyens. Et ça a d'ailleurs été le plaidoyer du chef de l'État qui a évoqué la question du financement en Afrique dont les paradigmes doivent être revus. Parce qu'aujourd'hui, le chef de l'État a par exemple mis un accent sur les conditionnalités des financements qui sont octroyés en Afrique. Et vous voyez, il a révélé quelque chose de très... La question que je pose, c'est comment est-ce que ces financements profitent aux petits peuples? Non, mais tout simplement par... Vous parlez des... Non, pas les infrastructures. En une seconde, ce que la Bayam Salam du marché central devra retenir, c'est que M. Biya nous a fait perdre sous Donald Trump l'accès de certains produits camerounais sur le marché américain via la GOA. Permettez-moi de terminer. Et que ce que nous aurions pu avoir comme baume au cœur, 5 ans après son dernier passage, c'était que M. Biya nous fasse revenir dans la GOA. Il ne l'a pas fait. Donc, à la réalité, je crois que c'est un voyage comme tous les autres qui nous servira à rien. Non, je ne pense pas, justement parce que vous... Le Cameroun est retourné dans la GOA. Vous n'êtes pas allé dans 5400 produits. Non, permettez, vous n'êtes pas allé dans le fond parce que... S'il vous plaît, je ne suis pas d'accord que lui seul monopolise la parole. Il a parlé plus de 15 minutes. Nous avons aussi quelque chose à dire. C'est un sujet très sensible. Monsieur Biya, permettez qu'il termine. Allez-y, monsieur Nguéné. Ce qu'il faut savoir, c'est que à la suite de ce sommet, il y a des concertations bilatérales qui vont se poursuivre. Voilà pourquoi je vous ai évoqué ici... Les gros moyens financiers qui seront mis, par exemple, pas seulement les gros moyens. Le fait que le ministère des Travaux publics était représenté là-bas, il y a eu des rapprochements avec les hommes d'affaires. C'est pour cela qu'il y avait Invest Africa. On ne va pas venir livrer ici tout ce qui a déjà été fait. Non, mais la question que je pose, c'est comment est-ce que ça profite, aux petits peuples, à la maman qui nous regarde, qui va rentrer certainement le soir du marché central, qui va nous regarder, je ne sais pas moi, ces jeunes de Baganté, comment est-ce que ça profite directement? Je crois du profit direct. 10 heures qui ne pourraient pas vous répondre. Non, je vais vous répondre très simplement. Oui, directement. Le sommet s'est terminé vendredi. Oui. OK? Oui. Il y a des compromis qui ont été pris entre les deux États. Ils vont se mettre en place. Et sur le budget 2023, on va commencer à avoir des impacts qui vont se traduire sur le terrain. Avec des nouveaux investissements, avec des hommes d'affaires qui vont arriver. Mais c'est cette construction-là, parce que j'ai l'impression que pour vous, le passage du chef de l'État, une fois qu'il serait revenu des États-Unis, quelque chose devait changer comme un tour de baguette magique. C'est pas comme ça que ça se passe. Lorsque le président Macron se déplace pour aller dans un pays, il revient avec des contrats de rafale, par exemple, signés. Ce n'est pas un jeu. Mais la diplomatie camerounaise, c'est une diplomatie silencieuse. Personne d'entre vous n'avait imaginé que le soft power du Cameroun allait permettre qu'on puisse inculper les financiers du terrorisme au Cameroun. Personne ne l'avait vu venir. Vous n'étiez même pas d'abord informé que le chef de l'État était convié aux États-Unis. Je voudrais qu'on soit véritablement posé, parce qu'en réalité, je veux aussi dire nous sommes posés. Oui, M. Nguéné, que 55 milliards dont il a fait allusion, n'est-ce pas, sont consacrés pour la santé et les questions liées au climat. Donc il ne s'agit pas véritablement de développer les industries au Cameroun, ainsi de suite, bien de faire fructifier l'économie camerounaise. Je voudrais aussi dire que... Je suis un peu surpris, parce que moi j'ai des documents... Non, je voulais dire... Les 55 milliards, c'est pour des domaines liés à la santé et aux questions climatiques. Donc maintenant, moi j'aimerais dire, quand un sommet comme celui-là a lieu entre les États-Unis et des pays africains, forcément c'est parce que les États-Unis ont une nouvelle vision, n'est-ce pas, de leurs intérêts, défendre les intérêts en Afrique. Ce n'est pas pour nous enrichir qu'ils organisent ce sommet, c'est parce qu'ils voient qu'actuellement en Afrique, la Russie gagne du terrain, la Chine occupe beaucoup plus d'espace sur le plan économique. Ils se disent que voilà,
c'est en l'aide de faveur. C'est en l'aide de faveur. Donc maintenant, voilà pourquoi ils organisent un tel sommet. Maintenant, c'est à nous aussi à se dire que dans le cadre de ces échanges, parce qu'il ne faut pas que ces échanges-là tout soient tout simplement dans le but de venir piller nos économies, piller nos ressources, n'est-ce pas? Comme l'Occident a toujours voulu le faire. Parce que pour l'Occident, l'Afrique est toujours cette partie du monde où, lorsqu'ils sont en difficulté, leur salut pourra arriver. Donc, ils viennent ici, là, pour s'enrichir, pour pouvoir nourrir leurs économies ou bien leur peuple. Donc, maintenant, quand on arrive là-bas, on se dit que, OK, qu'est-ce qu'on va donc tirer comme intérêt? S'il n'y a pas un intérêt particulier, on n'a pas appris qu'il y a un accord de partenariat particulier qui a été signé entre le Cameroun et les États-Unis. Donc, visiblement, il n'y a vraiment rien. Ça a été des discours. Monsieur Biya a été dans un sorte de forum, n'est-ce pas? Est-ce que vous négligez? Est-ce que quand vous dites que ça a été des discours, est-ce que vous négligez le fait que 5 ans après le dernier passage de Paul Biya revienne enfin aux États-Unis? Non, écoutez, ça ne sert à rien. Le dernier, on sait l'impact qu'a eu la gouvernance Trump sur les relations entre le Cameroun et les États-Unis. La gouvernance Trump a eu des impacts, n'est-ce pas, sur les relations des États-Unis avec de nombreux pays dans le monde, avec de nombreuses parties du continent, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique. C'était la politique de Trump, c'est-à-dire il fallait maintenant... Mais je veux dire, un retour en grâce finalement. Maintenant c'est tout simplement une autre vision des États-Unis. C'est-à-dire que les États-Unis pensent qu'il faut maintenant aller chercher les ressources là où elles sont. Et elles sont en Afrique et les États-Unis sont en conflit donc avec la Russie et la Chine. C'est aussi simple que ça. Allez-y, M. Bignam. Quand on fait une analyse géopolitique simple du contexte actuel du monde entier, et je suis d'accord avec M. Bion, on constate tout simplement que les États-Unis d'Amérique ont plus intérêt à se rapprocher des pays africains et d'autres pays où ils sont en train de perdre le pas. Ils sont en train de perdre les... C'est-à-dire que quand on regarde par exemple la façon dont la Russie est en train de pénétrer le précaré français en Afrique, on a vu au Mali, on voit en République centrafricaine, et le Cameroun est une plateforme en Afrique centrale et dans le golfe du Guinée pour lequel il faut absolument barrer la voie à la Russie. Donc, ce n'est pas un prix que le président Paul Biya a gagné ou que le Cameroun a gagné de participer à ce sommet. Non, c'est une forme, c'est un usage normal et c'est de l'intérêt des États-Unis de le faire. Préciser également que des 55 pays n'étaient pas là. Je veux dire, il n'y en avait que 42. Mais c'est stratégique, parce que ce sont les 55 pays dans lesquels la Russie est en train de vouloir pénétrer. N'oubliez pas que le Cameroun vient de ratifier les nouveaux accords de défense et de sécurité avec la Russie. Je parle sous le contrôle de l'expert renouvellement, de RDPC qui pense, je pense même le journaliste de la présidence de la République, parce qu'il a bien décrit les différents événements. C'est bien, moi j'apprécie. Donc ce que je voulais dire, c'est que sur ce plateau, j'ai salué la démarche du gouvernement camerounais qui a abouti à cet accord d'expatriation. Enfin, à l'incubation de ces trois Américains d'origine camerounaise. Personnes qui sont occupées dans la crise anglophone vivant aux États-Unis. J'ai salué cela. Ok? Mais vous n'allez pas m'empêcher de dire que nous ne méritons pas les scandales que nous sommes en train de vivre actuellement. Mais il n'y a eu aucun scandale. Avec le président Paul Biya. Je suis désolé. Dans ces différentes sorties. S'il est avéré qu'il est en otage, vraiment, nous allons voler à son secours. Et vous serez le premier. Pour ce qui concerne les retombées de ce sommet, oui, je pense que le Cameroun n'a véritablement rien eu. Ça, c'est vous qui le dites. On n'a rien eu des retombées de ce sommet parce que, je vais vous prendre un exemple, terre à terre. Est-ce que vous savez que le Cameroun n'a aucune politique de promotion des énergies renouvelables dans son espace géographique? La loi de 2012 permet uniquement l'exonération de la TVA sur les lampes qu'on appelle les PICO, les systèmes solaires autonomes PICO. C'est-à-dire que ce sont des systèmes qui prennent seulement 3 lampes. Or, aujourd'hui, l'énergie solaire est orientée vers les batteries solaires et des grandes, comment on appelle ça, des batteries solaires qui éclairent des grandes agglomérations et même des villes, y compris des plaques solaires. La loi de 2012 n'exonère pas la TVA et des droits de douane sur ces produits-là. Donc,
même s'il arrivait que le Cameroun prenne une part, c'est-à-dire que parvienne à grappiller quelques milliards de dollars pour intervenir dans le réchauffement climatique, parce que le réchauffement climatique va forcément passer par la promotion des énergies renouvelables. Est-ce que le Cameroun pourra mettre en application ces mesures prises aux États-Unis, ici dans son propre pays? Non. Il faut légiférer pour mettre en place une loi qui va favoriser la promotion des énergies renouvelables et donc les investissements des champions mondiaux dans le domaine, par exemple, du solaire et des énergies renouvelables telles que l'éolienne, le solaire, parce que le Cameroun a le deuxième plus grand potentiel énergétique en Afrique, 23 000 MW, après le Congo RDC. Donc, comme pour vous dire que le MRC, nous avons la cartographie du Cameroun, énergétique du Cameroun. Et aujourd'hui, nous n'avons pas besoin d'aller chercher les ressources en Occident pour développer notre énergie. Nous avions eu par le passé des projets qui nous ont permis de le faire, mais ça a foiré. Quand on parle on regarde le nombre de milliards qui ont été engloutis dans des projets comme Mvele, comme Lompanga, et qui n'arrivent même pas à produire 300 MW. C'est un problème. Lorsqu'on compare à ce qu'on a utilisé pour construire le barrage de Sangloulou. Pierre-Emmanuel Bignam, le Cameroun ne vivra pas renfermé sur lui s'il est MRC au pouvoir, si? Non, c'est pour ça que nous sommes en train de dire qu'il faut faire de bons diagnostics. Et il faut aller vers les partenaires bilatéraux et multilatéraux avec des projets clairs, bien définis, et la capacité de pouvoir les implémenter. Je vous ai pris un cas simple. Même si on rentre avec les 55 milliards de dollars qui étaient destinés à toute l'Afrique, on donne ça au Cameroun. On ne va pas promouvoir les énergies renouvelables dans notre pays parce que nous n'avons pas un cadre légal qui le permet. Merci Pierre-Emmanuel. C'est de ça dont il est question. Insécurité dans la ville de Douala. 4 mesures fortes ont été prises par le gouverneur de la région du littoral après les journées agitées de lundi et de mardi. À titre conservatoire, Samuel Dieudonné Vaha Dibois suspend la circulation des mototaxis dans la ville de Douala entre 20h et 6h. Il ordonne la fermeture des débits de boissons, bars et salles de jeux dans certains quartiers à partir de 19h30, l'interpellation des colporteurs des fausses nouvelles et l'interdiction de port des machettes, couteaux et autres objets tranchants. On analyse donc ces mesures. On part avec vous, Mathurin Biol. Comment est-ce que vous appréciez ce qui s'est passé mardi à Douala? Phénomène des microbes à Douala ou alors il faut chercher ailleurs? D'abord, je pense que après que toutes les informations ont été recoupées, c'est avéré qu'il ne s'agissait vraiment pas des microbes. Il s'agissait d'un mouvement des mototaximens, n'est-ce pas, qui sont déplacés et qui ont diffusé l'information suivant lesquelles une fausse information suivant lesquelles les microbes arrivaient, ce qui a créé la panique. Donc maintenant, ça n'enlève pas le fait qu'il existe véritablement un problème d'insécurité dans la ville, hein, et qu'on doit trouver des solutions pour régler cette insécurité qui peut être due à ces microbes-là, n'est-ce pas, ou peut être due à beaucoup d'autres citoyens qui ne sont pas, n'est-ce pas, qui ne respectent pas la loi. Maintenant, il faut trouver des solutions, et ces solutions-là, elles sont nombreuses. C'est-à-dire qu'elles relèvent soit de la politique, n'est-ce pas, qu'on doit mener pour pouvoir donner des emplois aux Camerounais, parce que la plupart de ces jeunes, qu'ils fassent partie des microbes ou alors qu'ils fassent partie d'autres bandes, sont en fait des jeunes qui sont désœuvrés et qui ne demandent qu'à pouvoir avoir un emploi décent qui leur permet d'élever les enfants, qui permettent d'éduquer les enfants et entretenir leur famille. Donc voilà d'abord le premier domaine auquel on devrait s'employer, s'engager, c'est-à-dire trouver des emplois aux jeunes dans la cité ou alors dans toutes les villes du Cameroun. Ensuite, il y a peut-être d'autres solutions que je pourrais évoquer. On aura l'occasion. Voilà. Oui. Pierre-Emmanuel Bignam, avant Damien Macon, à votre avis, est-ce qu'il faut faire le lien entre ce qui s'est passé lundi à l'hôpital La Cantine de Douala et les événements de mardi soir à Douala? Non, je ne sais pas s'il faut faire le lien. Je ne sais pas. À l'hôpital La Cantine de Douala, où les jeunes de Makéyan ont investi le milieu hospitalier pour récupérer le corps, la dépouille. C'est pour ça que je dis que là, je ne sais pas si... vous faites le lien, vous? On peut faire le lien. La question, c'est est-ce que vous faites le lien? Nous n'avons aucun élément sur la main qui nous permet de faire le lien. Je vous rassure que c'est pendant la tenue de la période préparatoire du meeting du MRC que nous avons tenu la semaine dernière que j'ai compris que le renseignement est très poussé au Cameroun. Le gouverneur et les autorités administratives, le préfet et les sous-préfets, ont
toutes les informations possibles en leur possession. Si ce sont eux qui ont établi par la voix du gouverneur qu'il ne s'agit pas des microbes, on s'en tient à cette information. Je pense que le gouverneur a tous les éléments sur la table qui lui permettent d'arriver à cette conclusion. Moi, je vais juste revenir sur les mesures prises par le gouverneur. On aura l'occasion de revenir sur les mesures. Donc, ces mesures-là n'ont pas été de bon augure pour une économie qui est déjà... Damien Macon a lu justement le communiqué du gouverneur de la région du littoral. Il ne s'agit pas de microbes. Vous êtes d'accord avec ça? Pas du tout. Alors, je vais d'abord commencer par définir, pour que je vous ai dit que les débats sur les plateaux de télévision sont très élitistes. Moi, je n'ai pas le niveau de ces aînés, donc je préfère que les Camerounais comprennent ce que je leur dis. Microbe, c'est la caricature de jeunes délinquants qui agissent en ordre avec qui agressent à l'aide d'objets contondants. Bon, étymologiquement, ce mot a été utilisé pour la première fois vu sous cet angle-là dans un film américain tourné dans les favelas de Rio de Janeiro. Et plus tard, on verra les microbes au Congo et plus tard en Côte d'Ivoire, après la crise post-électorale. Donc, il faut que les Camerounais comprennent que microbes, ce ne sont pas ça n'a rien à voir avec la science. Qui ne seraient visibles qu'au microscope. Mais le gouverneur, pour revenir à votre question, le gouverneur nous fait savoir que ce n'était pas les microbes vendredi. J'ai deux éléments à apporter au gouverneur. Lundi, j'envoie mon chauffeur déposer ma femme à la Quintini pour un petit travail. Et ils font 2 heures à garantie voyage. J'appelle pour demander qu'est-ce qu'il y a là-bas. On me dit qu'il y a les microbes. Bon, laissons tomber cet exemple-là. Prenons celui que j'ai vécu moi-même à l'intérieur de l'université de Douala. Il y a actuellement une foire. Quand Une foire mardi. Une foire Yacourt actuellement. D'accord. Et on m'a appelé pour une conférence et des jeunes, d'aucuns braisent le porc, d'autres braisent le poisson, d'autres animent, d'autres présentent des travaux, etc. Alors que nous étions encore en train de discuter avec ces jeunes étudiants, des jeunes se sont amenés par le portail, armés de gourdins et de machettes. Ils ont ouvert et nous tous sommes allés... Vous les avez vus? Avec mes yeux. Nous tous sommes allés nous terrer dans une salle de classe fermée et nous avons vu ces gars prendre les brochettes, calmement manger, ramasser les appareils du Didier, taper au sol sans être inquiétés par la police et ressortir. Nous l'avons vu. S'il y a des lits de colportage de fausses nouvelles, que le gouverneur me convoque. Et je vais lui dire que ça a existé. Et nous sommes sortis de là à 22 h. Nous avons fait dans cette lugubre salle plus d'1h30. Je sais que le gouverneur... Plus d'1h30, ils opéraient pendant ce temps. Ils étaient là. Ils étaient peut-être déjà partis, mais nous avions peur. Nous ne sommes sortis qu'après avoir vu les premières casquettes de policiers. Parce que là, nous étions sûrs que nous étions en sécurité. Le gouverneur le sait plus que moi. En fait, le gouverneur ne s'adresse pas à M. Bignon, à M. Billol et moi. Il s'adresse à ceux qui l'ont nommé pour leur dire non, restez tranquille, je maîtrise la situation. Il ne maîtrise rien du tout. Il y a une telle insécurité dans Douala depuis l'envoi de ce gouverneur dans ce littoral qu'il faut quand même que ceux qui l'ont envoyé ici se décident. Je veux dire, vous faites le lien entre la présence de Samuel Dieudonné Ivara-Dubois à Douala et l'insécurité. Lorsque nous allons aller... Est-ce que la sécurité Lorsque nous allons arriver au niveau des propositions, je vais vous dire que j'ai des propositions à court, moyen et long terme. La proposition à court terme, c'est de limoger Ivara-Dubois. Bien. Je vais vous expliquer. Oui. Monsieur Ivara-Dubois, c'est sous son magistère dans Douala, dans le littoral, qu'on a vu se créer des centaines ou alors des milliers de comptoirs de vente de produits pétroliers. Si vous quittez PK17 et vous commencez le décompte à PK17, avant d'arriver à Ndokoti, vous aurez plus de 180 comptoirs de vente de produits pétroliers, ce qu'on appelle Zoazoa, sous le magistère de Ivara-Dubois. C'est sous le magistère de Ivara-Dubois que les motos-taximens ont repris le droit de cité à Deido, à Aquanor, à Bonapriso, etc. Je veux dire, il y a le gouverneur, il y a le préfet, il y a des sous-préfets, il y a des maires. Le premier responsable, c'est lui. Dans cette ville, dans cette région, c'est lui. C'est sous son magistère, j'allais finir par là, qu'on a vu
se créer en pleine chaussée des marchés dans Douala. On ne peut pas être gouverneur et être autant laxiste. Et on nous dit aujourd'hui que pour combattre les microbes qui n'existent pas, pour combattre la fausse rumeur qui a présidé à la convocation d'un conseil de défense de la région du littoral, on va interdire la circulation des motos et fermer les bars. Monsieur Anguéné, microbe ou pas microbe? Il n'y a pas de microbe au Cameroun. Il n'y a pas de microbe au Cameroun. Oui, permettez, s'il vous plaît, il n'y a pas de microbe au Cameroun. Et j'en appelle ici à votre intelligence, autant pour moi, Oui. parce que Monsieur Macon l'a bien expliqué. Et c'est un phénomène qui s'est vu par ailleurs dans d'autres pays. Et quelques temps plus tard, il s'est reproduit au Cameroun. Et ce phénomène a été baptisé par la presse microbe. Suivez bien mon regard. Il a produit les effets qu'il a produits sur le terrain. Vous le savez, Madame Léla, je vous ai suivi dans des débats à ce sujet. Des mesures ont été prises. Vous avez d'ailleurs évoqué la question de la sécurisation du quartier d'Edo à cet effet. Et aujourd'hui, nous voyons ressurgir ce phénomène. La première chose qu'il faut dire, c'est que nous sommes en période de festivités de fin d'année. Et généralement, il y a la recrudescence du grand banditisme, de la délinquance juvénile. Du moins, il y a une insécurité qui est beaucoup plus élevée, de façon naturelle. Maintenant, cette insécurité est un fait à Douala. Mais coller l'insécurité au phénomène microbe, c'est autre chose. Parce que ce qu'il faut comprendre, dans le phénomène microbe vu d'ailleurs, c'est que c'est une nébuleuse qui est entretenue dans une logique politicienne, visant certainement à créer un chaos comme ça s'est vu partout ailleurs. Ce n'est pas le cas au Cameroun. Mais c'est bien ce que le gouverneur a dit. Le gouverneur estime que ces actes ont été posés à des fins politiciennes. Justement, j'en viens. C'est pour cela que je dis, je prends la question de l'insécurité pour cette période de fin d'année. Oui. Et quand vous analysez maintenant les conclusions, du moins les décisions que monsieur le gouverneur a prises, vous vous rendez compte qu'il y a un fait, et c'est sur lequel vous êtes davantage appuyé, le fait de colportage. Vous avez vécu cela, mais par ailleurs, des gens ont suivi et ils n'ont rien vu. Tout à fait. Ça prouve donc que, quelque part, il y a une main invisible qui, je vais préférer le dire ici, qui veut tester la sécurité de Douala pour la déstabilisation de cette ville qui est un verrou essentiel dans la vie de paix que nous avons dans notre pays. Parce que si Douala va mal, le Cameroun ira forcément mal. Et ce que nous avons vu ce jour, et c'est là où je rejoins donc monsieur le gouverneur, c'est une main politicienne qui est derrière cette entreprise du mal, qui vise à se rendre compte de ce qui est possible afin de mettre le Cameroun en difficulté. Et vous allez vous rendre compte que tout à côté, il y a un phénomène qui est passé un peu inaperçu. Il y a eu un assassinat à l'ambassade du Tchad. Vous voyez ce niveau de sécurité et ce sont, je ne peux pas donner des conclusions finales, mais ça serait très proche des compatriotes de ce pays-là, ce pays frère. Et maintenant, quand vous analysez la question d'insécurité dans la ville de Douala, il y a des problèmes qui subsistent. Le phénomène des mototaximens, vous voyez qu'ils ne sont pas identifiés. Nous avons, si on prend sur un échiquier de 1000, nous avons environ 400 qui sortent des pays voisins, notamment de la RCA et du Tchad, qui n'ont même pas de carte d'identité. Et quand vous allez voir les regroupements ou les foyers de tension, et même où on a pu interpeller certains, vous vous rendrez compte que majoritairement, ce sont ces compatriotes qui se retrouvent à ces endroits, dans ces quartiers, et ils peuvent se projeter pour faire ce qui s'est passé à Douala. Et en rapport avec ce que vous avez demandé à M. Bignam, il est difficile d'établir le lien entre ce qui s'est passé à la Kintini et ce que nous avons vu ce jour. Parce que l'action qui s'est passée, par exemple, comme il le relève tout à l'heure, à l'université de Douala,
ici en plein Aqua, il n'y avait rien de pareil. Abona Moussa dit, il y en avait à quoi? je dis, il n'y avait rien de pareil comme c'est décrit. Voilà. Okay. Donc, vous voyez donc que il est important aujourd'hui de susciter l'intérêt de l'ensemble des Camerounais vivant à Douala sur l'éveil sécuritaire. Parce que la sécurité, c'est d'abord une affaire collective. Et dans ce sens, donc, nous devons tous être des relais de renseignement auprès des autorités. Étant donné que l'objet primordial qui a porté sur cette question, c'était la psychose. Vous êtes enfermés. Et il est plus facile de déstabiliser les gens quand un environnement de psychose gagne tout le monde et on ne sait pas d'où ça vient. Et là, c'est devenu très dangereux. Je pense donc que les mesures qui ont été prises par monsieur le gouverneur... On y revient. Est-ce que, puisque vous dites également que ces actes ont été posés à des fins politiciennes, est-ce que vous faites également le lien entre l'absence du président de la République au Cameroun en ce moment-là? Tout à fait. Je le dis de façon... C'est dans un coup d'État, alors. Je n'ai pas dit... Permettez. Vous savez, nous avons différentes casquettes sur ce plateau. Vous comprenez? Je peux avoir des informations que vous n'avez pas et je ne peux pas les donner forcément au détail. Mais les événements tels qu'ils se sont produits, vous observez que c'est à l'absence du chef de l'État. Et ce qui s'est passé, le test qui s'est passé, par rapport à la question liée aux inculpés aux États-Unis, en rapport avec la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, rien ne vous dit, mais j'ai envie de vous dire qu'il y a quelque chose qui soit lié. Et je prends la réponse dans ce que M. Bignam a dit tout à l'heure. Lié avec les événements du nord-ouest et du sud-ouest? Tout à fait. Il a dit que les autorités sont très bien renseignées. Parce que quelquefois, quand nous venons sur les plateaux de télé, ce n'est pas tout simplement nos avis. Il faut avoir l'information, parfois l'information de source, mais il faut aussi savoir qu'il y a des gens qui sont dédiés à un certain travail. Le renseignement prévisionnel travaille très bien au Cameroun. Et vous avez observé que la réaction des autorités, ce sont les FMO qui sont sortis. Il y a d'abord la police et la gendarmerie est venue en appui parce que la menace était maîtrisable. C'est pour cela que vous n'avez pas vu intervenir la force 4. Et quand vous analysez maintenant la sortie du gouvernement, ça c'est ce que les gens disent. Les gens disent souvent les choses qu'ils ne voient pas. Le BIR est venu, le BIR ne sort pas comme ça. Je suis désolé de vous le dire. Non, le BIR ne sort pas comme ça. Non, je vais dire mardi. Est-ce que le BIR est sorti mardi? Le BIR ne sort pas comme ça. Une opération. En fait, monsieur Guéné, vous ne répondez pas à la question. Est-ce que le BIR est sorti mardi? Le BIR est sorti, mais il n'a pas cette information. Non, ce que je veux vous dire, c'est qu'il peut avoir un poste BIR qui est peut-être là, parce qu'il y a une question ponctuelle qui se situe à un niveau comme c'était à Nebel, et ils arrivent. Mais on ne déploie pas la force 4 comme cela. C'est ce que je voudrais que les gens comprennent, parce que quand les gens disent que le BIR est sorti, ça veut dire que le chef d'état-major des armées a pris sur lui d'envoyer cette force, qui est une force d'élite, pour une question de sécurité publique, de maintien de l'ordre. Ça ne se passe pas comme ça. Et il faut bien expliquer ça aux Camerounais. Et quand on parle de colportage, c'est tout ça qui alimente. Parce que quand on dit le BIR est sorti, ça veut dire que la situation est catastrophique au point où on met le BIR. Non, ce n'est pas vrai. Nous devons éduquer des populations, sachant qu'il y a des niveaux auxquels certaines forces interviennent et auprès desquels nous devons nous rendre. Donc, c'est ce qui s'est passé dans le cadre de ces questions sécuritaires. Parlons à présent des mesures qui ont été prises par le gouverneur de la région du littoral. Est-ce qu'elles sont adaptées au contexte actuel? Je veux dire, nous sommes en fin d'année. Oui, avant que je ne reprenne la question, je voudrais dire que tout à l'heure, vous avez posé la question de savoir s'il y avait un lien entre les événements quartier Makéa et par la suite l'hôpital à Quintinier. Mais le lien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'insécurité. C'est-à-dire que dans la ville aujourd'hui de Douala, il y a évidemment un sérieux problème d'insécurité. Donc, du coup, lorsque ça se passe comme ça s'est passé ce jour-là, ce n'est que la goutte d'eau qui fait comprendre à tout le monde que véritablement, il y a lieu de trouver des solutions le plus rapidement possible. Et voilà pourquoi lorsque les mesures du gouverneur ont été prises, elles sont certes salutaires dans une certaine mesure, pour pouvoir faire baisser le thermomètre, n'est-ce pas, rétablir la quiétude, mais seulement... En vrai, elles sont susceptibles de ramener la paix.
la sérénité. Quand même susceptibles de moins de calmer les populations et de montrer qu'elles ne sont pas abandonnées à elles-mêmes. Parce que vous savez comment les populations règlent ce genre de problème. Lorsque les jeunes gens qui ne veulent que des emplois sont pris dans des quartiers, ces jeunes gens-là sont liquidés. J'ai vu des photos où des jeunes sont tabassés dans des quartiers par une foule en furie. Ça fait peur. Ça montre que nous sommes dans un pays où il n'y a plus de loi. C'est la jungle, n'est-ce pas? Vous attrapez votre bandit, vous en faites ce que vous voulez, et il n'y a plus d'État. C'est grave. Et là, ça dépasse même déjà le seuil d'insécurité auquel nous parlions. Donc, quand le gouverneur intervient, c'est vrai qu'il essaye de trouver des solutions qui sont en fait comme des caches-sexes, parce qu'en réalité, ça ne résout pas le problème profondément. Mais vous avez dit tout à l'heure qu'elles sont susceptibles de ramener la paix et la sécurité. Je dis bien qu'elles calment. Je n'ai pas dit qu'elles sont susceptibles. Oui, elles calment, elles apaisent un peu. Elles apaisent un peu. Mais seulement, ça crée d'autres problèmes. Lorsque, par exemple, ils décident que les mototaximens n'ont plus le droit de circuler de 20h à 6 h du matin. Vous comprenez qu'il y a des quartiers aujourd'hui dans la ville de Douala où il n'y a pas de route, il n'y a pas de possibilité de se déplacer comme on le souhaite, il n'y a pas de transport en commun, les taxis sont quasiment devenus inexistants dans la ville, les bus, il y a fort longtemps qu'on entend... un tout petit peu quand même. Non, mais c'est vrai, faites un peu pour nous qui sont un peu pas au centre de la ville, un peu en périphérie, vous pouvez rester debout en bordure de route des heures et vous ne verrez pas un taxi passer. Vous comprenez que ceux qui sont encore plus... Le problème, c'est quoi l'état de la route? C'est l'état de la route qui fait en sorte que il n'y a pas... Les gens ne veulent pas engager leurs véhicules pour faire le transport en commun. Et aussi, il y a aussi le fait que la ville étant déjà... comment on va dire ça? Les bensikineurs étant déjà plus nombreux, n'est-ce pas? Ils sont en concurrence avec les taximens qui décident d'abandonner et de laisser le transport finalement aux mototaximens. Et je vais dire que donc, de ce fait, donc, ces mesures sont des mesures palliatives. Il y a des mesures qui sont profondément politiques qui doivent être prises. Parce que là, le gouvernement... sur les solutions. Oui, il y a le gouvernement, il accuse, il dit qu'il y a des mêmes politiciennes qui sont derrière. Ça, c'est la facilité. Je ne vois aucun parti politique qui va décider, donc, OK, on organise maintenant notre stratégie de prise de pouvoir. Ce n'est pas un parti politique qui a créé la crise dans le nord-ouest et dans le sud-ouest, juste pour votre gouvernement. Oui, mais c'est un parti politique. Non, ce n'est pas un parti politique. Oui, c'est le SNC qui, depuis très longtemps, militait pour la sécession. Depuis très longtemps, ce sont les partis politiques. Est-ce que le SNC est un parti politique? Le SNC, c'est un parti politique. Il n'était pas légalisé, mais c'est un parti politique. Mais vous-même, comment vous pouvez dire des choses comme ça à mon division? Ça veut dire que que le SNC, c'est un parti politique, n'était pas légalisé, mais c'est comment maintenant, donc, c'est lui qui a structuré, n'est-ce pas, la guerre de sécession sur le plan politique. Maintenant, donc, quand vous dites donc que l'insécurité au Cameroun est une stratégie politicienne, ça veut dire que vous accusez les partis politiques d'être en train de fomenter le renversement des institutions en usant des bandits ou bien en usant des brigands, ce qui est faux. Monsieur Bignam, quand on sait l'importance de décembre sur l'activité économique, j'aimerais avec vous qu'on analyse ces mesures à la lumière justement de la dimension économique. Quelle est la pertinence et même l'opportunité de ces mesures en cette période de fête de fin d'année? Ok, vous allez me permettre, avant de parler de ces mesures, de dire quelque chose concernant l'existence ou la non-existence des microbes. Vous savez, en matière de sécurité, il faut rester très prudent. Je vous ai dit tout à l'heure que le gouverneur, avec ses collaborateurs, est le mieux renseigné dans ces régions et dans ces villes de Douala. Et sur ce point-là, nous n'avons pas les mêmes éléments qu'ils ont pour dire qu'il y a des microbes ou qu'il n'y a pas de microbes. Mais en même temps, personnellement, je ne peux pas renier le fait qu'il y ait des microbes. Je ne peux pas. Parce que tel que l'événement qui venait de décrire tout à l'heure, qu'il a vécu, c'est bandit, c'est tout. Qu'il a vécu, c'est un mouvement qui ressemble à la façon d'opérer des microbes. Et quand on revient à ce qu'on a vu dans d'autres endroits où il n'y a rien eu, on peut rester dans une position de prudence.
de prudence. C'est pour cela que moi je préfère qu'en ce moment qu'on se remette à l'autorité administrative, c'est-à-dire qu'au gouverneur, au préfet et au sous-préfet. Pour ce qui concerne les mesures, je prends la mesure par exemple qui interdit le transport en commun. Le plus sollicité, à Douala d'ailleurs, je ne connais pas d'autres villes comment ça se passe, les motos-taxis, c'est le moyen de transport le plus sollicité à Douala aujourd'hui, à plus de 70%. Tout à l'heure, vous aviez parlé des taxis. Les taxis ne circulent plus la nuit à Douala. Tous les propriétaires des taxis, les sociétés qui emploient, qui ont des taxis, le transport en commun, on gare à 18h. Quand tu gares à 20h, tu as même des problèmes avec le propriétaire. Je veux dire, vous pouvez dire que tous les taxis ne circulent pas la nuit, mais pas affirmés de façon péremptoire. Plus de 80% de taxis ne circulent pas la nuit. Puisque nous le vivons au quotidien, même hier, je suis rentré dans la nuit avec mon véhicule. Les rues sont carrément vides. C'est bien. Vides. Donc, interdire la circulation des motos-taxis la nuit, c'est paralyser toute une économie de transport. Parce qu'il y a une économie de nuit à Douala qui génère beaucoup d'argent. Je dis bien beaucoup d'argent. Et il y a des surfaces, des grandes surfaces qui ouvrent toute la nuit. Je ne vais pas les citer ici, de peur de faire leur publicité. Il y a des magasins qui ouvrent toute la nuit, où les citoyens peuvent aller s'approvisionner. Il y a des stations d'essence qui sont ouvertes toute la nuit. Il y a des entrepôts qui sont ouverts toute la nuit. Même les usines fonctionnent la nuit. Les gens vont au travail dans certaines usines, je vais passer les noms, la nuit. Ils rentrent au petit matin et il y a des services de car qui se font. Et même ce transport en commun de nuit des mototaximens, c'est une économie qui nourrit des familles. Vous connaissez le nombre de mototaximens qui opèrent à Douala et qui travaillent la nuit? C'est une grosse perte sur le plan économique. Qui agresse également? Et c'est ça le problème. On ne dit pas non. C'est une grosse perte sur le plan économique. Donc nous pensons que le gouverneur a pris ces mesures peut-être à la hâte, pour rapidement voir la situation, comment ramener l'ordre. Et à leur niveau aussi, ils doivent accélérer dans le sens de trouver rapidement des méthodes palliatives pour que les populations puissent continuer à vaquer à leurs occupations la nuit, pour ceux qui travaillent la nuit, parce qu'il y a des gens qui travaillent la nuit au Cameroun, et pour que ces mototaximens qui nourrissent leur famille et à qui on fait la passe la nuit, parce qu'il y en a qui travaillent le jour, il y en a qui n'ont accès à la moto que la nuit. Ils font des tours. Si cette semaine, je travaille la nuit, la semaine prochaine, je travaille le jour, mon collègue, parce que généralement, c'est deux personnes qui conduisent une moto. Donc, il faut que le gouvernement trouve rapidement des solutions, parce que nous pensons que l'une des premières mesures serait d'identifier tous les motos-taximens. On y revient. Monsieur Macon, la mesure a été prise mercredi, nous sommes déjà dimanche aujourd'hui. Est-ce que vous avez le sentiment que les bensikines, les conducteurs de moto, respectent véritablement cette mesure-là? Après 20 heures, plus de moto à Douala. Ils ne la respectent pas. Ils ne doivent pas la respecter. Ils ne la respectent pas? Bien sûr. La région du littoral, est-ce que la région du littoral a les moyens de faire respecter cette mesure? Celui qui a décidé sait certainement sur quoi il compte. Moi, je ne vais pas répondre à votre question. Je préfère revenir sur les causes de l'insécurité dans nos grandes villes. Lorsque je vais évoquer ces causes, vous pourrez vous-même répondre à la question de savoir si les mesures du gouverneur peuvent y changer quelque chose. Je m'inspire d'un travail du professeur Herman Krizoa, qu'il a publié en 2019 dans le cadre d'un phénomène semblable, celui des microbes en Côte d'Ivoire. Il évoquait 4 principales causes. La première, c'est la pauvreté. En 2006, lorsque le Cameroun atteint le pôle d'achèvement de l'initiative PPTE, les Camerounais étaient en droit d'imaginer que leur souffrance s'estomperait. 2 ans après, en 2008, ils étaient obligés de battre le macadam pour ne serait-ce qu'avoir de quoi manger. 14 ans plus tard, 70% de la population vit sous le seuil de pauvreté. 22% de la population seulement a accès à l'eau. 33% à l'électricité. Les enfants dans les villages apprennent à même le sol. L'insécurité, le chômage des jeunes est rampant et la misère est sur tous les toits. C'est le décor parfait, c'est le terreau même de l'insécurité. Herman Krizoa, il interroge quelques
microbes. En 2019. On va y aller rapidement. Ibrahim, lui, On va y aller rapidement. Avant, c'était difficile pour manger à la maison. Mais aujourd'hui, le travail que je fais me permet de donner de l'argent à la maison pour faire à manger. Salif répond, nous sommes obligés de blesser et tuer, excusez des termes, les gens pour gagner pour nous. Nous-mêmes, on sait que ce n'est pas bon. Mais dans ce pays-là, c'est chacun pour soi. Donc, le premier élément, c'est la pauvreté. Et le gouverneur n'y peut rien. Le gouverneur n'y peut rien. Le deuxième élément, c'est l'exclusion sociale. Gaëtan répond. On voyait nos amis avec les jolis téléphones portables, des beaux habits, mais nous, on ne pouvait pas avoir aussi. Et donc, on a décidé de prendre ça de force ou bien chercher l'argent pour payer pour nous. C'est pourquoi on nous attaque. Mais plus encore, Youssef répond. On n'est pas allé à l'école. Depuis qu'on est petit, on est dans la rue et les gens font rien pour nous. Depuis qu'on a commencé à piquer, tout le monde s'intéresse à nous. On est devenu star. Et il rit. C'est la manifestation de l'exclusion. C'est-à-dire que la reproduction de l'élite voulue par les amis de mon aîné là fait en sorte que les jeunes qui sortent des universités diplômés n'ont aucune chance. Il n'y a pas d'emploi et c'est ces jeunes-là qui se retrouvent à devoir se battre. Ils passent le clair de leur temps dans la rue, affrontant la famine, la soif, les travaux forcés. Et dans ces conditions, comment est-ce que vous pensez des gens pour qui l'amour parental, le socle familial, tous ces éléments sont étrangers? Comment est-ce que ces gens-là peuvent survivre? Mais il y a deux éléments qui m'intéressent encore dans les causes. Il y a l'existence des fumoirs. Et je vous soupçonne de vouloir vous-même, Madame Ganze, cacher cette information au peuple camerounais. Qu'est-ce qui s'est passé à la Kentini lundi? Les gardes de Makaya sont allés prendre quoi à la Kentini? Un corps, paraît-il. Et cette personne a été tuée dans quelles conditions? Si vous le dites aux Camerounais, ils comprendront que je suis d'accord avec M. Bignam que le gouverneur et toutes les autorités ont donc la bonne information sur où se situent les fumoirs, sur comment les éteindre. Ils savent, puisque c'est dans un fumoir que cet incident a eu lieu et une personne, un jeune de Makaya a perdu la vie et on est allé très vite le cacher à la Kentini. Le quatrième et dernier élément, c'est l'existence des receleurs. Alors, ce monsieur est, pour moi, j'en perds mes mots, mais bon, voici ce qu'il dit. Moi, je suis vendeur de cellulaires à la gare ici. Mais c'est moins rentable que la revente des objets volés. Donc, je me suis un peu spécialisé dans ce business et je m'en sors assez bien. Il s'adresse à son interlocuteur, celui qui l'interviewe. Il lui dit, mais celui qui s'amuse à me dénoncer, les enfants là vont le tuer, car je leur permets d'écouler rapidement leur butin. Je suis sûr que mes amis qui vont tous les jours auprès des vendeurs de Zouazoua prendre 500 savent exactement qui sont les receleurs. Et ils savent comment faire pour les faire embastiller. On se retrouve donc dans ce cercle vicieux où ceux qui ont la responsabilité de diriger ce pays ont complètement démissionné, créant des conditions d'une insécurité criarde. Et un simple gouverneur vient nous dire qu'il ne faut plus que les motos circulent entre 20h et 6h. Permettez quand même que je dise quelque chose à ce sujet. Terminé. Moi, j'étais hier. Toute cette semaine, j'ai subi ce phénomène. Parce que lundi, en venant au travail, le moteur de mon véhicule coule. Et donc, je suis obligé d'emprunter des motos. Sauf que j'habite PK17, derrière la chaufferie. Alors, entre 14 et 17, n'essayez pas de marcher parce qu'il n'y a pas de route. Aucun taxi n'accepte d'y entrer. Il te faut donc absolument une moto. Soit tu te décides de quitter le travail à 16h et donc les conteneurs des clients ne seront pas dédouanés, soit tu dédouanes normalement les conteneurs et si tu t'aventures à être après 22h à PK14, tu vas marcher à pied de 14 à 17. Parce qu'il n'y a pas de voiture et il n'y a donc pas de moto. J'ai dû hier, Dieu m'est témoin, payer 10 000 francs à quelqu'un que je connais personnellement, un taximan que je connais. Je l'ai appelé, tu dors déjà, oui. Viens, pardon, amène-moi parce que là je suis bloqué en ville. Et je ne peux pas dormir ici, mes enfants sont à 17. J'ai dû payer 10 000 francs pour qu'il m'amène. Le gouverneur a-t-il pensé à ces millions de Camerounais
qui travaillent dans des boulangeries, dans des épiceries, etc., qui travaillent entre 20h ou 22h et 6h, il y a un choix à faire. Je suis d'accord avec l'aîné. Mais ce n'est pas à nous de faire le choix. C'est leur travail à eux qu'on paye à la fin du mois avec l'argent du contribuable. C'est leur travail à eux de créer les conditions de sécurité dans une ville. S'ils n'arrivent donc pas à créer ces conditions de sécurité, pourquoi devrions-nous, nous, en pâtir? Je finis avec les bars. Dites-moi quel est le lien entre les bars et le phénomène des microbes. On m'a dit hier non, il ne s'agit pas seulement du phénomène des microbes, il s'agit de l'insécurité. On m'a dit hier dans une chaîne concurrente que c'est dans les bars, dans ces bars-là qu'on vend de la drogue et qu'on se prostitue. Bon Dieu. Si le gouverneur le sait, depuis longtemps, il aurait dû en finir avec. Il a attendu que la situation pourrisse pour qu'il mette des gens en difficulté. Est-ce que vous savez, Madame Ganze, que en fin novembre de chaque année, les propriétaires de débits de boissons s'en vont dans des tontines et dans des microfinances s'endetter parce qu'ils savent que c'est la période de haute activité et qu'ils vont pouvoir rentabiliser et payer leur salaire. Il y en a un qui me confessait hier que je n'ai pas pu payer les salaires de mes employés du mois de novembre et je leur ai promis que la grosse vente du 25 permettra que je leur paye leur salaire de novembre et la grosse vente du 31 et du 1er permettra que je leur paye leur salaire de décembre. Comment va faire ce gars ? Le gouverneur imagine que nous sommes dans un film où il se lève le matin, dans sa grosse cylindrée, on coupe les routes et il traverse. Alors, monsieur Nguéné, pourquoi est-ce que le phénomène, pourquoi est-ce que l'insécurité perdure dans la ville de Douala? Pourquoi est-ce que la criminalité perdure? L'insécurité et la criminalité perdurent déjà pour des questions de paupérisation. Les gens sont pauvres, il faut le dire, il faut l'admettre, c'est une réalité, c'est un fait. Il y a la question du sous-emploi ou du manque d'emploi. Et il y a aussi la question du sous-effectif des FMO. Est-ce qu'il n'y a pas également la question de la complicité avec, par exemple, ceux qui sont censés assurer la sécurité? On a parfois vu des personnes, des délinquants, entre guillemets, interpellés, gardés, et après, je ne sais pas moi, 1 semaine, 2 semaines, quand les familles se présentent au commissariat, donnent une certaine somme, ils sont relâchés. Bon, c'est un phénomène... Est-ce qu'il n'y a pas également cette question de complicité avec ceux qui sont censés finalement assurer la sécurité? Si on voit les choses de ce point de vue, je veux dire au premier degré, on va se tromper parce que... La question que je pose, est-ce que ceux qui sont censés assurer notre sécurité n'ont pas leur part de responsabilité dans ce phénomène qui perdure? Ils ont naturellement leur part, parce que quand il y a des défaillances, ça veut dire qu'il y a des responsabilités qui doivent être établies, ça c'est un fait. Donc, si le renseignement prévisionnel, comme l'a souligné, n'a pas pu permettre à ce que certaines décisions fortes soient prises, ça veut dire que quelque part, l'administration tient aussi sa responsabilité. Mais maintenant, la question de la sécurité ou de l'insécurité, il faut la voir sur un plan beaucoup plus global. Nous avons évoqué les raisons, parmi lesquelles celles qu'il a énumérées, mais il y a aussi quelque chose de très important, c'est que l'éducation familiale, là, n'existe plus, on a démissionné. Parce que si vous prenez ce phénomène, comme moi j'aime à l'appeler, ce sont des jeunes de la vingtaine. Mais où sont leurs parents? Qui sont leurs parents? Où vivent-ils? Quelles études font-ils? Parce que quand vous regardez même les vidéos qui circulent sur la toile, même dans les lycées, nous voyons des choses qui sont incroyables, que les jeunes scolarisés font. Trois des personnes interpellées ont répondu, je vis chez mon père. Voilà, les gens amènent des couteaux, donc ça veut dire que c'est un phénomène global qui interpelle les familles, qui interpelle l'autorité, qui interpelle l'ensemble des citoyens. Et quand j'évoque l'ensemble des citoyens ici, je parle du renseignement. Vous allez observer, Madame Ganze, quand vous évoquez la question de la responsabilité au niveau de l'autorité FMO, mais il y a des gens qui savent qu'il y a quelqu'un qui fume de la drogue à côté d'eux, mais qui ne le dénoncent pas. Il y a même déjà ce fait. Il y a même des gens qui savent qu'il y a tel qui va opérer dans la nuit, il revient chaque jour à 5 h du matin. Ils ne font rien. Il y a maintenant
Peut-être parce qu'ils n'ont pas la certitude qu'une fois qu'ils auront dénoncé, ils seront effectivement protégés. Ils doivent déjà le faire. Bon, le problème, c'est qu'il faut déjà le faire. Parce que tous sont, en plus de cela, victimes de ce phénomène de façon directe ou indirecte. Je le disais, on a parfois dénoncé, on a parfois vu des personnes interpellées, accusées de tel ou tel autre acte, mais qui, après quelques semaines, sont relâchées. Oui, ça, des cas comme ça existent naturellement, mais il faut les voir dans, comment je veux dire, dans leur pourcentage. Peut-être c'est marginal. Et comme chez nous, on a l'art de prendre ce qui est marginal pour ériger en règle, ça peut aussi poser un certain nombre de problèmes. Mais pour tout dire, la responsabilité, elle est partagée et nous tous nous sommes interpellés. Je reviens sur quelque chose que M. Macron a dit tout à l'heure, parlant de M. le gouverneur. Vous savez, Douala, c'est une ville très sensible. C'est une ville économique. Et c'est une ville aujourd'hui qui rassemble plus de 3 millions de personnes. Et le malheur de Douala, c'est qu'il se développe mal. Il ne se développe pas comme des grandes villes. Vous avez l'enchevêtrement entre des quartiers résidentiels, des quartiers commerciaux, des banlieues et des quartiers à une forte précarité. Parce que si vous prenez le cas de Makéa, qui est à 300 mètres d'Aqua et qui est entouré d'un commissariat, d'une gendarmerie à 300 mètres, à 600 mètres et à moins d'1 kilomètre de la Légion, vous vous posez quand même un ensemble de questions. Comment ce mélange-là pourrait continuer à prospérer? Et c'est ça qui est un cocktail Molotov. Et c'est la raison pour laquelle, quand M. le gouverneur évoque la question politicienne qui se cacherait là, parce qu'il est plus facile d'activer. Vous voyez que les gens, à 300 mètres, ils se retrouvent directement à quoi? Bounandjoa est à côté. Et là, tout de suite, la panique. Parce que quand ça chauffe au cœur de la ville, c'est normal que des effets se fassent ressentir de l'autre côté. Mais ce qui est à saluer, oui, dans les mesures de M. le gouverneur, oui, et là où je ne partage pas l'avis de la plupart de mes copanélistes ici, c'est que d'abord, ce sont des mesures conservatrices. Mais bien plus, il ne faut pas toujours attendre que les choses soient importées de l'extérieur. Parce que je vais vous prendre l'image du Covid. Nous avons tous rapidement oublié. Le Covid, en 2020, nous a amené à tout fermer. Mais jusqu'aujourd'hui, des questions se posent sur la véracité ou l'existence réelle du Covid ou pas. Le débat reste ouvert. Mais vous avez vu que nous avons changé nos habitudes. Le problème aujourd'hui, M. Bignam, c'est qu'on se refasse un nouveau fonctionnement, une nouvelle matrice sociale dans notre façon de vivre en société. Parce qu'il n'est pas normal qu'une ville vive la nuit et crée davantage l'insécurité et qu'on vienne nous expliquer que parce qu'il y a des gens qui opèrent activité économique, des motos-taximens, qui non seulement eux-mêmes sont hors la loi, doivent continuer de prospérer. Il faudrait que nous tous nous ajustions parce que chacun doit mettre de l'eau à son moulin pour que la sérénité revienne dans la ville de Douala. Et surtout que nous soyons tous vigilants et que nous accompagnions les autorités. Parce que si nous n'accompagnons pas les autorités, le risque c'est que nous serons victimes. Et généralement, la victime collatérale, c'est celle que vous ne connaissez pas. Donc, sur ce point, on doit être derrière les autorités. En une minute, chacun, on va faire le dernier tour de table sur cette question. Comment est-ce qu'on combat efficacement l'insécurité à Douala? Bon, je disais tout à l'heure qu'il fallait des solutions politiques. Les solutions politiques vont, n'est-ce pas, d'abord de l'éducation. Il faut effectivement que, n'est-ce pas, que l'éducation soit gratuite ou obligatoire au Cameroun, du primaire jusqu'au secondaire. Ça va permettre en sorte que ces gens-là, véritablement, je veux dire les jeunes, n'est-ce pas, soient mieux formés et qu'ils soient mieux imprégnés des questions civiques. Ça va diminuer un certain nombre de jeunes délinquants. Quand les jeunes n'arrivent pas, quand les familles, du fait de la pauvreté, dont on évoquait tout à l'heure, n'arrivent pas à payer l'éducation de leurs enfants et qu'ils sortent du système éducatif, c'est normal qu'après ça, ils se retrouvent dans le banditisme. Il y a aussi au niveau de la formation des policiers. Parce que, oui, on disait que souvent ce qui nous est revenu, c'est que c'est du fait de certains policiers ou alors de certains gendarmes un peu corrompus, de la moralité douteuse, n'est-ce pas, que l'étincelle est partie du quartier Makéa. Donc ça veut dire que la formation des policiers doit être améliorée, et des gendarmes également, afin qu'au niveau, lors de leur recrutement, n'est-ce pas, qu'on mette un peu plus d'accent dans le contrôle de leur moralité. Donc à chaque fois, d'apporter quelques solutions. L'insécurité dans la ville de Douala. Pour combattre efficacement l'insécurité dans la ville de Douala,
je dirais d'abord à monsieur le gouverneur, qui est le premier garant de la sécurité des biens et des personnes, de changer de discours. Parce que moi, je suis militant d'un parti de l'opposition, tout comme M. Macron, tout comme M. Biol sur ce plateau. Lorsque tout le temps, quand une situation comme celle-là arrive, le plus facilement possible, ce qu'il se trouve à faire, c'est d'accuser les acteurs politiques de l'opposition. Parce que quand il dit que c'est une manœuvre politique, il ne s'adresse pas au RDPC. Il s'adresse là à l'opposition. Il faut que le gouverneur et ceux qui nous gouvernent, le gouvernement, changent de discours. Ça nous rappelle 2008. Lorsqu'ils vont changer de discours, ils vont créer un paradigme qui va amener plus d'adhésion des populations à participer dans la recherche des solutions et des tas qui minent notre société. Bien, alors, solution, quand c'est à la ramasse comme ça, c'est assez difficile, mais bon, première solution à court terme, limoger M. Ivar Dibois et envoyer un gouverneur plus intransigeant à Douala, parce que l'État a le monopole de la violence légitime. Il faut donc que... L'État a le monopole de la violence légitime. Je veux dire, une fois qu'on va vous opposer ce principe-là, j'espère que vous n'allez pas trouver à redire. Allez-y. Si vous me l'opposez en mal, je vous suggère de souligner légitime de 3 traits. Alors, deuxième élément, mais ça c'est à moyen terme, il faut dégager M. Biya et tous ses amis du pouvoir. Parce que, quelle que soit la proposition que M. Biol et moi-même allons faire ici, tant que M. Biya et ses amis sont encore à Yaoundé, rien ne prospérera. Alors, maintenant, des solutions scientifiques. Rapidement. Il faut la gratuité de l'école primaire. La vraie gratuité, pas celle de 2003, la vraie gratuité de l'école primaire. Deuxième chose, il faut que Mme Catherine Abena Ondoa, qui s'est attaquée aux jupes, s'attaque à ce qu'on montre à nos enfants dans les télés. Mais il n'existe plus ce combat. Mes chers frères, rendez-vous compte que microbes tels que déclinés ici aujourd'hui n'étaient pas connus sous nos cieux. On a vu ce genre de film passer sur Canal+, et puis on a laissé passer, on ne peut pas continuer comme ça. Il faut filtrer ce que l'on accepte de laisser passer dans ce pays, parce que justement la Chine s'est recroquevillée sur elle pendant un demi-siècle et a pu puiser dans son fort intérieur des éléments de concurrence de la culture occidentale. Dernier élément, il faut que les parents prennent leurs responsabilités. J'ai vu les vidéos des FMO qui ont pris des microbes, et j'ai vu 10 personnes s'exprimer, 10 microbes s'exprimer. 3 d'entre eux disent « Je vis chez mon père ». Ce n'est pas possible qu'un enfant sorte de chez toi et aille commettre des forfaits dehors. Voilà. Solution rapidement, en 1 minute. La première solution, elle est sécuritaire. Il faut mobiliser plus de moyens à l'endroit de la sécurité. Il faut par exemple créer un bureau unique qui gère les appels de crise. Ça, c'est très important, avec un groupement tactique d'opération qui peut se projeter vers les sites. Mais tout à côté de cela, il faut davantage créer des postes de police et de gendarmerie, parce qu'une ville comme Douala se densifie. Mais un aspect davantage sur lequel je vais m'appesantir, puisqu'ils ont presque tout dit, c'est la question de la gestion de la terre, de l'urbanisme. Elle pose un gros problème. Et c'est plus dense, mais il faudrait qu'on repense nos villes en général. Parce que ce mélange est chrysogène. Ça, on va surtout, voilà, c'est chrysogène. Quand vous avez un quartier Makéa qui jouxte Aqua, qui a des investissements en termes de milliards, ça veut dire que ça peut péter en n'importe quel moment, qui est à un jet de pierre du port, de l'aéroport, et tout ça, c'est très dangereux. Et vous voyez que les forces de sécurité sont davantage mobilisés sur le plateau de Jos. S'il faut se projeter à Bouna Moussadi, c'est un problème. Donc, il faudrait qu'il y ait davantage des groupements de gendarmerie dans ces grands pôles-là. Et ça, c'est très important. Et la dernière chose, je pense qu'il faut créer des aires de jeu. Ça existait avant. Vous voyez, les jeunes ont un problème aujourd'hui. Permettez que je sorte par là. C'est que les gens ne savent plus quoi faire. Les gens fument la drogue, boivent de l'alcool, parce que ça devient comme la seule distraction qui leur est imposée. Alors que vous savez que si dans des quartiers il y avait des espaces multisports, quelqu'un en portant le fer peut
aspirer à être bodybuilder et aller compétir dans le monde. Nganou est un exemple en faisant de l'athlétisme. Donc, tout ça doit participer au développement. Et quand les jeunes n'ont plus ça, tout ce qui leur revient en esprit, c'est la quête de l'argent. Et la quête de l'argent passe par des moyens faciles. Renouvellement des organes de base, les exécutifs régionaux du SDF suspendus, élus en 2016 pour les uns et 2017 pour les autres, ils sont remplacés par des coordonnateurs nommés par le National Executive Committee, en abrégé le NEC. Mathurin Biol, qu'est-ce qui justifie le gel des exécutifs régionaux du SDF? Oui, le gel des exécutifs se justifie parce que depuis plus d'un an, n'est-ce pas, que les renouvellements ont été engagés par le parti. C'est les commissions qui ont été mises sur pied pour superviser ce renouvellement n'arrivent pas à travailler convenablement du fait, n'est-ce pas, des blocages qui sont instigés par les exécutifs des différentes régions. Donc il fallait donc donner à ces commissions-là toute la latitude pour pouvoir opérer, pour pouvoir travailler et pour mener à terme ces renouvellements. Parce que vous voyez par exemple pour une région comme Douala, n'est-ce pas, je veux dire pour les régions comme le littoral, le simple arrondissement du Vouri, simplement, n'a même pas encore terminé ces renouvellements, ils sont à moins de 60%, donc vous comprenez donc... Enfin, si on s'en tient à ce que disent ceux qui sont censés mener cette opération, ils sont à 60%. Oui, vous comprenez donc à plus d'un an, après, ils sont à plus de 60%. Voilà, plus d'un an après, vous comprenez donc c'est très peu. La solution, c'est leur mise à l'écart. Et le congrès est normalement prévu pour février. Vous comprenez qu'il faut aller plus rapidement et pour cela, il faut que les commissions aient toute la latitude de pouvoir organiser les choses, de pouvoir faire avancer le processus. Voilà pourquoi la question a été discutée, débattue, au niveau du sommet du parti, c'est-à-dire le National Executive Committee, le NEC, le Comité exécutif national. Et les différents membres du NEC ont pris la parole pour défendre leur position. Et au finish, n'est-ce pas, on a conclu qu'il fallait, pour cette période-ci, jusqu'au Congrès, suspendre ces comités exécutifs et donner la possibilité aux commissions de terminer leur travail sereinement. Deux questions, Damien Macon. L'explication donnée par Mathurin Biol, est-ce qu'elle vous convainc? L'autre question, c'est comment est-ce que vous, également, vous analysez le jet des exécutifs régionaux du SDF, ces structures de base censées incarner les aspirations et même les votes des militants de base? Je vais le dire deux fois. Alors, c'est vrai que l'opposition n'est pas un parti politique, mais j'ai beaucoup de respect pour les autres partis politiques d'opposition. Et ce n'est pas eux que je vise. Je vais dire, vous voulez passer un peu de pommade d'abord. Allons-y directement. J'ai beaucoup de respect pour les autres partis politiques d'opposition, ce qui n'est pas le cas pour le RDPC, parce qu'il est tricheur. Alors, le SDF est un parti important. Lorsque j'étais encore à l'école, on nous apprenait les exploits, on nous enseignait les exploits du SDF. Ne vous en faites pas, je n'ai aucun... En fait, on n'a plus beaucoup de temps. Je vais dire, vous allez prendre 5 minutes à passer la pommade. Je sais que vous pensez que j'ai des munitions. Je n'ai aucune munition contre le SDF. Je dis donc qu'on nous apprenait les prouesses du SDF et on sait que si nous autres pouvons venir nous asseoir sur des plateaux de télévision aujourd'hui, c'est grâce à la lutte de ces illustres dévanciers. Cela dit, je considère que cela témoigne de la vitalité d'un parti politique. Qu'on annonce des démissions au MRC, qu'on annonce des démissions au PCRN, qu'on annonce le gel, cela témoigne de la vitalité d'un parti politique. Je veux dire, la dernière fois, vous étiez plus prompt à frapper sur le MRC, je veux dire... à quelle occasion? À quelle occasion? Sur ce plateau, vous étiez plus prompt à frapper durement d'ailleurs sur le MRC. Je n'ai pas frappé le MRC, j'ai plutôt demandé que les conseillers du professeur Camto l'invitent à la table de débat. C'était autre chose. Moi, je ne peux pas entrer dans les affaires internes du MRC. Si on me dit que quelqu'un a démissionné du MRC, ça m'écarte parce que nous battons pour que M. Biya libère le plancher. Et donc, s'ils sont vidés de leur substance, ça me pose un problème. Vous étiez un peu plus prompt à frapper quand même sur le professeur Camto lorsqu'on parlait du débat entre Cabral Libier et Maurice Camto. Sauf si il veut absolument il s'attaque peut-être soit au MSC. Non, pour finir, je vais dire qu'il y a une lutte d'influence, il y a une lutte de camp à l'intérieur du MRC, à l'intérieur du SDF, dont les tentacules sont visibles par ce genre d'actes, l'exclusion de ces comités-là. Je crois que
ce parti qui a toujours fait la fierté de l'opposition et qui, quand même, reconnaissons-le, a perdu beaucoup de terrain ces dernières années, doit essayer de s'organiser. Et je crois que, c'est un conseil que je donne à l'aîné, à force de vouloir garder dans sa maison un mauvais enfant, on finit par tuer toute la famille. Oh, le mauvais enfant, c'est qui? Je n'en dirai Monsieur Anguéné, à qui est-ce que ça profite finalement la mise à l'écart des exécutifs régionaux? Ça profite aux partis politiques, donc dans sa vitalité, tout simplement. Parce que vous savez, un parti politique, c'est une vision, c'est une idéologie, et c'est aussi des objectifs. Et n'oubliez pas que chaque parti politique charrie une volonté de conquérir le pouvoir. Et quand vous analysez en interne quels sont les meilleurs moyens qui puissent vous permettre d'atteindre cet objectif, vous prenez certaines décisions qui ne vont pas toujours faire de la joie, même dans votre propre camp. Et en ce qui concerne l'honorable Jean-Michel Nithieu, le SDF, je pense qu'ils sont dans cette démarche. Parce que vous avez, on essaye d'opposer l'ONEC à une organisation déconcentrée, notamment régionale, qui est portée par l'honorable Jean-Michel Nithieu. Mais moi, j'ai envie de dire un truc très simple. Est-ce qu'une organisation statutaire supranationale n'a-t-elle pas le droit de prendre un certain nombre de décisions relativement à la vie de son parti? Quand on a répondu à cette question, je pense qu'il n'y a plus de débat. Si vous contestez votre président, ça veut dire que votre parti commence à ne plus exister. Alors s'il continue d'exister, ça veut dire que vous devriez accepter les décisions qui sont prises par le directoire de votre parti. Ça se voit partout, ça se voit au RDPC, ça se voit au MRC, dont le président était récemment dans la ville de Douala, ça se voit au PCRN, qui se trouve en ce moment en Gaoundéré. Pourquoi ce ne serait pas le cas du SDF? Et ce que moi, cette situation dans le SDF m'amène à comprendre, c'est qu'il y a certaines personnalités qui, politiquement, ne veulent pas, je veux dire, mourir. Donc, elles se béatifient elles-mêmes, parce qu'elles sont certaines que si elles ne sont pas là, le parti ne vit pas. Le parti, c'est une organisation. Quand vous avez compris cela, ça veut dire qu'elle peut renouveler les hommes autant que possible parce qu'elle est censée assurer une certaine pérennité. Mais si vous voyez le parti politique autour de votre simple personne, ça veut dire qu'il y a même déjà un problème de vous retrouver dans ce parti. Et quelquefois, comme on le demande parfois, je suis souvent des hommes d'opposition, comme même M. Macron vient de le dire, je pense qu'il voulait dire à M. le gouverneur de démissionner, qu'on peut dire que quand ça se passe du côté de l'État, on dit ben, il faut lâcher prise, mais que les responsables politiques aussi, quand ils ne sont pas d'accord avec leurs organes statutaires, qui eux-mêmes ils apprennent à démissionner si vous vous sentez mal. Est-ce que vous demandez la démission de Jean-Michel? Moi j'ai par exemple vu le président Maurice Kamto, MRC, il y a eu des démissions là-bas, mais quand vous suivez son discours, il dit ben, ils partiront, mais notre objectif c'est d'en appeler d'autres, parce que c'est une machine qui doit se poursuivre. Maintenant, si une personnalité de ce quoi député à la nation est à porte-à-faux, au point de tancer son président national de traite, je trouve que c'est gros. S'ils trouvent qu'il est traite, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus faire chemin ensemble. Donc ils tirent toutes les conséquences de ce qu'ils dénoncent au sein de son parti. Je veux dire le SDF, ce n'est pas non plus le chairman. On adhère aux idéaux d'un parti politique et non à une personne. Nous sommes d'accord, mais quand nous analysons, ce sont des décisions qui sont prises dans le cadre d'une structure spécialisée dans le parti. Et elle s'impose à tous les militants. À partir de là, qu'est-ce que vous allez donc dire? Vous ne pouvez donc pas balayer d'un revers de la main cette structure-là pour vous définir comme celui qui a raison. On ne peut pas avoir raison tout seul et on ne peut pas incarner un parti politique tout seul. C'est la raison pour laquelle les autres partis mobilisent. La bataille entre Jean-Michel Nithieu et
entre l'honorable Jean-Michel Nitieux et l'honorable Joshua aussi. On en parle depuis des semaines déjà, depuis des mois déjà. Et avec les dernières décisions du NEC, du National Executive Committee, on voit bien que l'honorable Jean-Michel Nitieux est un peu plus en retrait aujourd'hui. C'est d'ailleurs une fois à ce sujet. Est un peu plus en retrait aujourd'hui et que l'honorable Joshua aussi montre en puissance. On sait également que le SDF ces dernières années, c'est quand même des défaites, c'est une perte considérable du terrain. Aujourd'hui, selon vous, Pierre-Emmanuel Bignam, militant du MRC, un parti politique de l'opposition, qui de ces deux hommes a la meilleure carrure pour porter l'USDF, un SDF qui devra aller un peu plus vers des conquêtes? Nom d'un piège. Vous savez, ce qui se passe dans le SDF actuellement nous écoeure beaucoup. Parce que comme d'aucuns l'ont relevé sur ce plateau, ce parti politique de l'opposition est un parti historique qui a marqué l'événement du multipartisme dans notre pays et qui a lutté pour l'obtention d'un certain minimum de liberté que nous avons, en l'occurrence cette expression que nous avons sur ce plateau aujourd'hui. Le SDF est une figure historique sur la sphère politique du Cameroun. Donc, ces guerres internes qu'ils sont en train de vivre ne servent pas l'opposition. Ça ne nous aide pas, comme M. Macron a dit sur ce plateau. Nous sommes plutôt inquiets. Et c'est aujourd'hui que nous comprenons même le score de M. Ossi aux dernières élections. J'ai l'habitude de dire à certains de mes amis politiques, même au MRC, que vous pouvez ne pas aimer la tête de Pierre-Emmanuel Bignam. Mais c'est à partir du moment où le parti me donne la responsabilité de gérer quelque chose dans l'appareil ou de représenter le parti peut-être à la députation et autres, vous avez l'obligation de me soutenir, parce que vous ne me soutenez pas. Vous avez l'obligation de soutenir la démarche du parti, la vision du parti qui a voulu que cette personne vous représente. Donc, ce qui se passe au SDF, ça fait mal, ce n'est pas bien. Je pense que même le score que aussi a eu aux récentes élections présidentielles aurait pu être mieux amélioré. Si. Et quand on voit les guerres actuelles, on comprend qu'il y a eu même, on constate qu'il y a eu même à un moment donné le boycott. Beaucoup de ses camarades ne l'ont pas accompagné dans la campagne et autres. Et c'est un gros problème. Il faut qu'on arrête ça au niveau de l'opposition. Comme M. Macron a dit, l'opposition a besoin d'être soudée, d'être solidaire, d'être fort pour renverser le régime du renouveau du RDPC qui nous gouverne et qui nous a plongé dans la malgouvernance depuis 40 ans. Donc, moi j'interpelle en tant que cadre militant du MRC, je peux me permettre d'interpeller le SDF de tout faire pour trouver des solutions pensez que c'est possible qui vont rassembler leurs militants. Vous pensez que c'est encore possible un compromis entre les deux hommes? Jean-Michel Nitieux, j'imagine que vous avez lu la déclaration nous sommes en politique. Nous sommes en politique et ce ne sont que des solutions politiques qui peuvent être appropriées à ce genre de crise. Et le SDF, c'est un parti qui a une présidence. Qui a une présidence et qui a le NEC, des organes qui gèrent le parti et autres. Je pense qu'il est de l'intérêt des militants et sympathisants du SDF, des militants et sympathisants de l'opposition camerounaise de trouver des solutions je note Pierre-Emmanuel Bignam pour mobiliser. Vous n'avez pas répondu à ma question. Je note cependant que vous n'avez pas répondu à ma question, Pierre-Emmanuel Bignam. Je ne peux pas me prononcer sur qui est-ce que les militants du SDF préfèrent entre aussi et l'honorable aussi. Votre observation, qui a la meilleure carrure aujourd'hui pour porter les idéaux de ce parti politique? Vous savez, écoutez, je peux donner une position par rapport à ça, mais je ne suis pas autorisé à donner cette position. Vous comprenez? Mais si je me base sur le rôle d'un député à l'Assemblée nationale, qui est de questionner l'action gouvernementale, de dénoncer, d'interpeller, et si je me base sur certains scandales qui ont été dénoncés par l'honorable Jean-Michel Nitieux, par rapport au détournement des deniers publics qu'on a mis à contribution pour la lutte contre la réponse contre la pandémie, la Covid et autres. Sur ce plan-là, c'est quelqu'un qui a la posture de bousculer le gouvernement, de bousculer le régime en place.
Mais est-ce que cette posture est en rapport avec la vision de son parti? Parce que vous savez que Jean-Michel Nietzsche a parfois été accusé, de nourrir une branche MRC à l'intérieur du Je n'entre pas dans ça. Aussi, tout à l'heure, on parlait de la dénonciation dans la recherche des solutions pour la résolution de la crise anglophone. On sait que aussi a signé une pétition qui aujourd'hui a abouti à ce que le gouvernement américain est en train de rapatrier certains de nos compatriotes qui seraient mêlés dans la crise anglophone. Donc, on pose sur la table les deux postures des députés du SDF. Ça appartiendra maintenant aux militants et sympathisants du SDF de choisir qui sera leur figure de proue ou qui peut être leur figure de proue. Parce que dans tout ça, le chairman n'a pas dit son démon. Est-ce que le chairman a dit qu'il Comment est-ce que vous analysez sa posture? Comment est-ce que vous analysez du SDF? Non, il a dit clairement. Comment est-ce que vous analysez justement la posture du chairman, je veux dire, dans cette bataille, Joshua aussi, Jean-Michel Nietzsche? De toutes les façons, le chairman, en tant que président actuel de ce parti encore, et membre fondateur, l'un des membres fondateurs, parce que ce n'est pas le seul qui a fondé le SDF, je pense qu'il est dans un management paternaliste. Il a tout intérêt à considérer ces deux personnalités de son parti comme ses enfants d'abord. Il n'a pas à prendre, c'est-à-dire avoir une partie prise officielle. Ça va déchirer, ça va fissurer davantage le parti. Et en ce moment, a priori, il doit les considérer tous de... En ce moment, qu'est-ce qu'il fait? Je veux dire, est-ce que vous avez l'impression qu'il est impartial dans les décisions? Non, je n'ai pas cette impression. Je n'ai pas cette impression pour l'instant. D'accord. Je n'ai pas cette impression qu'il est impartial dans la prise de décision. J'ai l'impression plutôt que voilà un président de parti qui est très préoccupé de l'avenir de son parti après lui et qui est au four au moulin pour rechercher des solutions. Mais il doit être aidé. Je le dis ici devant. Je n'ai pas consulté le président Kamto. Je n'ai pas consulté le président Kamto pour le dire. Il doit être aidé par le SDF en ce moment, doit être secouru par les partis de l'opposition. Je le dis aussi à M. Macron, je le dis au président Kabalibi, nous devons assister le SDF parce que si le SDF s'affaiblit, c'est l'opposition camerounaise qui s'affaiblit. Beaucoup de Camerounais se reconnaissent au SDF avant le MRC, avant le PCRN, ainsi de suite. Alors, nous avons tout intérêt à les accompagner. Monsieur Billol, vous êtes très content de la tournure. Alors, M. Onguène estime que si on n'est pas d'accord avec le président national d'un parti politique, il est temps simplement de démissionner. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette position-là? Avant de répondre à cette question, je voudrais dire ceci. Je voudrais dire que, en réalité... Vous n'allez pas me dire que Jean-Michel Nietzsche devrait consulter un CIF? Non, je ne vais pas le dire. Mais tout de même, je l'ai déjà dit. Hein? Donc, en fait, dans un parti politique, il faut le dire clairement, les batailles actuelles dans le parti, dans le SDF, ne sont pas vraiment condamnées. Le véritable problème, je l'ai dit, c'est la discipline. Il y a les règles, il y a les lois, il y a les statuts. Dans le cadre de ces règles-là, battons-nous et accédons à des positions de leadership au sein du parti. Il y a actuellement la seule personne qui est candidate à succéder au chairman John Fundi, c'est M. Nietzsche. Personne d'autre au SDF n'a déclaré qu'il est candidat à la présidence du SDF. Joshua aussi n'a dit nulle part actuellement qu'il est candidat à quoi que ce soit au SDF. Il est premier vice-président du SDF. Il s'attelle à exercer ses fonctions à ce niveau. Le congrès, c'est l'année prochaine. Nous attendons tous et les candidatures vont être déclarées. Qu'est-ce qui vous dit que je ne suis pas aussi candidat pour être président national? Donc, il ne faut pas donc qu'on fasse croire que, voilà, maintenant, Joshua aussi, il y a Joshua aussi et Nietzsche. Joshua n'est pas candidat à quoi que ce soit. Mais mon véritable problème, oui, à quoi que ce soit, pour l'instant, le véritable problème, c'est l'indiscipline. Monsieur Nietzsche, je peux vous donner trois aspects. Allez-y. Avant la Coupe d'Afrique des Nations, Monsieur Nietzsche déclare une marche dans le littoral contre la Coupe d'Afrique des Nations. Le parti n'avait pas annoncé un tel mot d'ordre. Il n'y avait pas un mot d'ordre de marche au littoral contre la Coupe d'Afrique des Nations. Malgré cela, il s'entête. Le 20 mai, le chairman demande à tous les militants du parti, partout où ils sont en capacité de le faire, d'aller défiler, n'est-ce pas, pour promouvoir l'unité nationale. Monsieur Nietzsche lance un mot d'ordre de boycott du 20 mai. Mais il est président national, mais il est président de la région du littoral. Ce n'est pas fini.
lorsque le parti, au niveau de l'Assemblée nationale, décide de soutenir le plan de reconstruction nationale du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, et qui s'exprime... Préciser également que le SDF avait dit ne plus vouloir participer au défilé du 20 mai tant que la situation dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Ça, c'était des années auparavant. Maintenant que le NEC tient une rencontre et donne une position, et que le président national signe un communiqué, vous êtes président régional, vous vous levez, vous commencez à dire que vous prenez position contre la position du président national. Est-ce que c'est normal? Donc, et en plus, maintenant, on arrive à l'Assemblée nationale. Le SDF décide, c'est le SDF. C'est sur la base de notre réflexion interne, sur la base de notre analyse de la situation, que nous décidons de soutenir le plan de reconstruction du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Parce que ceux qui souffrent là-bas, en priorité, nous le ressentons dans notre chair. Donc, nous décidons donc nous soutenons ce plan. Monsieur Nietzsche va au pupitre de l'Assemblée nationale. Il décide que non, que nous sommes contre ce plan. Et il dénonce et il parle, il dit tout ce qu'il veut dire. Mais vous voyez que face à de telles indisciplines, il y a fort longtemps que normalement, il devrait être même sanctionné. Donc, maintenant, libre à lui, à sa conscience, s'il était un homme politique. Est-ce que Joshua aussi a été sanctionné lorsqu'il a signé la pétition? Écoutez, aujourd'hui, il en tire les bénéfices. Il en tire tous les bénéfices politiques, puisque l'histoire lui donne raison que normalement cette pétition devait être signée. Et c'est dans le cadre de la diplomatie interparlementaire. Nous l'avons envoyé au Congrès des États-Unis. Et aujourd'hui, on voit que les citoyens américains qui sont impliqués dans le financement du terrorisme dans le Nord-Ouest, malgré qu'ils ont l'origine, ils sont d'origine camerounaise, mais sont des citoyens américains, ils sont inculpés, ils sont en prison. Vous voyez que Joshua aussi avait raison. Donc moi je dis ceci, Monsieur Nietzsche, s'il était conséquent et s'il était un véritable homme politique, il y a fort longtemps qu'il aurait démissionné. Véritablement, quand on est un vrai homme politique, on assume. À votre avis, son départ du SDF peut avoir un impact sur le poids de ce parti dans le littoral? Pas du tout, pas du tout. Et en plus, normalement, on demande... Il représente rien, Jean-Michel Nietzsche. Je vous en prie, on demande partout un renouvellement de la classe politique au Cameroun. Ça fait 20 ans qu'il est président régional du SDF. Ça fait 15 ans qu'il est député à l'Assemblée nationale. Mais c'est tout à fait normal qu'il y ait un nouveau leadership dans la région du littoral qui émerge et qui prenne les rênes du parti. Donc c'est tout à fait normal que le NEC décide donc, ok, puisqu'il en est ainsi, on remet tout à plat. Retournez donc à la base, que chacun se batte, qu'on reconstitue les cellules, n'est-ce pas? Et on va organiser la conférence régionale. Celui qui est candidat va gagner. Si M. Nietzsche est de nouveau candidat, s'il peut gagner, qu'il gagne. Est-ce qu'il a le droit d'être de nouveau candidat? Bon, malheureusement, pour lui, il y a une résolution, n'est-ce pas? Voilà, pour des raisons, nous avons déjà parlé de ça, n'est-ce pas? Il n'a pas conduit. En plus, il avait été missionné par le parti de diriger le renouvellement dans le Nord. Il a refusé de s'y rendre. Et la condition qui avait été associée... Parlons de cette résolution. Est-ce qu'il a le droit d'être candidat encore aux élections en interne? Mais il a le droit d'être candidat, mais est-ce que sa candidature sera acceptée? C'est autre chose. C'est son droit d'être candidat, mais maintenant, est-ce que sa candidature sera acceptée? C'est autre chose. Au moment venu, on verra donc. D'accord. Et sur le cas parfait Voum, il n'a finalement pas été suspendu par le 8 de... Oui. Monsieur Voum s'est livré à, n'est-ce pas, à des jérémiades, n'est-ce pas, au sein du NEC. Il a pleuré, il a supplié qu'il soit pardonné. Et le chairman a été compatissant, il a décidé de suspendre la décision qui était prise contre lui. Donc voilà le sort de M. Parfait-Voum. Merci en tout cas d'avoir été avec nous ce dimanche, Mathurin Biyol. Merci d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci également à vous, Monsieur Serge Onguéné, d'avoir été avec nous ce dimanche. Merci à vous, Pierre-Emmanuel William, d'avoir été là. Merci également à vous, Damien Macron. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. L'émission est rediffusée ce soir lorsqu'il sera à 20h30, demain lundi lorsqu'il sera à 13h30. On se retrouve dimanche prochain sur les antennes de Spectrum Télévision, si bien sûr Dieu le veut. Bon dimanche.